doucement pour pas perdre trop de temps, puisque le webinaire dure jusqu'à midi. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce premier webinaire de notre cycle 2 d'atelier à tout close qui va être animé par trois intervenants et donc dont l'intitulé est de la clause sociale d'insertion à la clause de promotion de l'emploi. Voilà, l'idée est de voir quelles clauses sociales on peut maintenant intégrer dans la commande publique, hein, puisque tout le monde connaît très bien la clause sociale d'insertion, hein, puisqu'on en fait depuis une trentaine d'années. Enfin, voilà, Patrick reviendra sur tout ce sujet. Mais on voulait voilà, partager avec vous peut-être de nouvelles considérations sociales à intégrer dans les marchés publics. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'animer le webinaire en trois temps. Donc, il y aura, alors je vais vous faire une très rapide présentation du GIP Maximilien et puis de notre pôle achat responsable. Il y aura ensuite l'intervention de Patrick Loquet, je pense que tout le monde voilà, connaît autour de cette table, qui est consultant. Alors, j'ai mis spécialisé en achat socialement responsable, hein, Patrick, donc, qui reviendra sur une partie théorique et juridique de la clause. Et ensuite, on aura des retours d'expérience voilà, de deux donneurs d'ordre, enfin d'un donneur d'ordre et d'une chargée de mission clause sociale, qui illustreront les propos de Patrick. Donc, on aura Georges-Étienne Denisa, qui est responsable de l'unité emploi insertion professionnelle de la Société des grands projets. Et lui, Georges nous présentera la clause d'innovation sociale et de territoire. Ensuite, on aura Pascal Vidal, qui est chargé de mission à la métropole de Nice-Côte d'Azur, et qui, donc, Pascal nous présentera donc les considérations sociales de la métropole et qui fera un focus sur la clause d'action sociale et l'approche des marchés réservés. Et ensuite, donc, on vous fera quelques préconisations et on gardera un temps d'échange. Donc, ce qu'on vous propose, c'est à la fin de chaque intervention, voilà, moi je prendrai les questions dans le chat, mais on pourra prendre également un petit temps d'échange à la fin de chaque intervention. Donc, je vais vous présenter rapidement le GIP Maximilien. Donc, je pense que pour les franciliens, c'est connu. Pour les personnes hors territoire francilien, ça vous permettra d'en prendre connaissance. Donc, voilà, le GIP Maximilien, nous sommes le service mutualisé de l'administration électronique. Donc, nous accompagnons les acheteurs publics franciliens dans la dématérialisation de leurs procédures d'achat. L'idée, c'est de rendre aussi... Alors, nos adhérents sont les acheteurs publics franciliens. Donc, on est une des plateformes hein, qui existe, mais nous, on est une plateforme publique. Donc, nos adhérents sont les acheteurs, mais bien évidemment, l'idée, c'est de rendre le plus possible accessible les marchés publics aux entreprises, on s'appelle aux opérateurs économiques. Et notre troisième mission, c'est que on anime le réseau francilien de l'achat responsable depuis 2022, depuis le lancement du PNAD 2022-2025. Donc, le GIP Maximilien, c'est d'accompagner hein, les entreprises dans les donneurs d'ordre dans la transformation numérique de globalement. C'est de leur proposer, donc voilà, quand ils adhèrent à Maximilien, c'est de leur proposer aussi une palette de services outre la publication de leur marché. Et puis, voilà, c'est aussi de mettre à leur disposition des outils en fonction de leur spécificité. Alors, comme je vous le disais, le GIP Maximilien anime le pôle francilien de l'achat responsable. Donc, nous sommes trois personnes. Donc, le pôle est animé par Louise Vidal, qui est par ailleurs chef de projet également sur la mission d'appui au développement des clauses sociales, la MAX. Donc, moi, je suis donc Erika Maillot, je suis chargée de mission au sein de la mission d'appui au développement des clauses sociales. Donc, moi, j'accompagne les donneurs d'ordre sur le volet environnemental et j'ai ma collègue Anaëlle Mazin qui, elle, est experte sur la partie environnementale des marchés, donc qui est chargée de mission guichet vert, ces fameux guichets qui ont été créés en 2022 par le CGDD.
Alors, nous, alors, notre réseau, le réseau francilien de l'achat responsable contribue aux différents travaux nationaux sur les achats responsables. Donc, sur la partie environnementale, c'est de travailler avec l'interréseau de la commande publique durable, donc avec le CGDD. Et donc, sur la partie sociale, on travaille étroitement, on fait partie du réseau Alliance Ville Emploi, voilà, qui anime toutes les coordinations régionales, puisque depuis le PNAD, il y a voilà, un certain nombre de coordinations régionales qui ont été créées. Puisque nous, la mission francilienne a été créée en 2016, mais on était la seule jusqu'à 2022. Et donc, on a tout un réseau enfin, pas mal de ressources que l'on met à dispositif des acheteurs. Donc, on a je vous invite à consulter notre partie achat commande publique responsable sur notre site internet. On a également une page YouTube où vous retrouvez tous les replays de nos ateliers. Alors, ateliers achat responsable globalement et nos ateliers avec focus achat socialement responsable. On met également à disposition des fiches pratiques et on est inscrit également sur la plateforme Rapide. On a un espace réservé, le GIP Maximilien, et trimestriellement, on envoie des lettres d'information achat responsable. Donc, si vous souhaitez être inscrit, n'hésitez pas, je vous mettrai dans notre mailing list. Voilà, donc nos deux missions, donc la mission d'appui au développement des clauses sociales sur le volet social, donc mission qui a été confiée par la Driette au GIP Maximien en 2016. Donc nos missions, c'est de faire en sorte que les acheteurs publics franciliens développent les considérations sociales dans leur marché, et on a un rôle d'animation de l'écosystème francilien de la clause sociale. On publie tous les ans un observatoire qui rend compte en fait de l'impact de la clause sociale. Alors, quand je dis clause sociale, hein, c'est les considérations environnementales dans les marchés franciliens, donc l'impact aussi bien sur les publics que sur les structures. Donc, tous les ans, on publie un panorama de la clause et on a également un focus sur des grands donneurs d'ordre donc, qui nous remontent leurs données et qui communiquent annuellement leurs données en matière de considération sociale. Donc, ces grands donneurs d'ordre sont donc la Société des grands projets, donc voilà, qui participe au webinaire de ce matin, SNCF Réseau, la RATP, également la Solidéo et Paris 2024, hein, dans le cadre des Jeux Olympiques, et également l'ANRU. Et donc va rejoindre cet observatoire, normalement, la région Île-de-France. Voilà, et puis on a également donc tout un rôle d'animation, d'organisation, d'ateliers à direction de l'acheteur public. Et donc il y a le pendant qui est le guichet vert, qui est un service gratuit de conseil de premier niveau aux acheteurs pour les accompagner sur la prise en compte des considérations environnementales dans leur marché, puisque à horizon 2025, il devrait y avoir 100% de considérations environnementales dans les marchés publics. Et donc, ce service donc, est gratuit et à destination de toute structure publique, hein. Ce n'est pas un service payant, c'est un service gratuit qui va au-delà de nos propres adhérents. Donc, il y a sur notre site internet un lien pour saisir le guichet vert. Et donc là, on développe en fait une offre d'accompagnement spécifique aux achats responsables. C'est un service nouveau qui va durer, voilà, qui va être sur un format d'une demi-journée, qui va être soit en visio, soit en présentiel, et voilà, et voilà, qui sera un service payant. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous solliciter, on vous fera parvenir un devis. Voilà, j'essaye d'aller vite pour ne pas trop prendre de temps et laisser la parole, voilà, à Patrick qui va ouvrir le webinaire. Eh bien, on y va alors. Merci Patrick, merci Je... à nos trois intervenants. Ok. Eh bien, écoute, on va démarrer. Bonjour à tout le monde. Donc, vas-y, on va mettre la première slide tout de suite. Alors, fondement juridique et donc l'idée, c'est de parler ce matin en introduction des achats socialement responsables, sachant qu'il y a des achats sociétalement responsables, le social et l'environnement,
étant regroupées dans le terme sociétal, et j'ai toujours des difficultés avec responsabilité sociale ou responsabilité sociétale, englobant environnement et social. Bon, là, on va se consacrer ce matin donc sur la responsabilité et les achats socialement responsables. Bon, globalement, moi je dis toujours, quand j'étais prof, quand j'enseignais le droit des marchés au XXe siècle, à la fac, je parlais ni d'environnement ni de social, puisque il faut attendre les années 2000 pour qu'effectivement on intègre l'idée qu'un achat public, un marché public. Moi, j'ai retrouvé mes cours des années 95 et 80. Je faisais le cours de droit des marchés et à l'époque, vraiment, un achat, un marché public, c'était un acte économique. Donc, le fait qu'on dise aujourd'hui qu'un marché public soit un acte économique qui doit englober le social et l'environnemental, ça a 20 ans d'âge, hein. Vraiment, la date de naissance de la prise en considération du développement durable, c'est vraiment les années 2000. Il faut bien se dire que c'est assez récent. On a perdu l'écran Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, mais je sais pas. ou c'est Excusez-moi, moi je qui l'ai sais pas. perdu? C'est bon, là, vous voyez bien? Là, on n'a pas. On voit tous les visages, c'est sympa, mais on se voit. Ben, je sais pas ce qui s'est Mais on passé. n'a plus l'écran. Ah ouais, ouais, le partage a... Le partage a Effectivement. sauté. Ouais, Bon, je vais essayer de continuer le ça temps y qu'il est. retrouve. Ben voilà, il Voilà. arrive. Donc, j'ai simplement rappelé qu'aujourd'hui, 23 ans après, puisque le point de départ, hein, je le rappelle toujours, c'est un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de l'année 2000. Donc 23 ans après, on a un code de la commande publique qui dit très clairement que la commande publique donc, participe à l'atteinte des objectifs du développement durable et qu'un marché public, ça doit prendre en compte ces objectifs de développement durable, à savoir l'économie, le social et l'environnemental. Voilà le fondement légal de nos actions, sachant que depuis 2016, on a dans le Code de la commande publique une partie législative et une partie réglementaire. C'était pas le cas, hein, ça a longtemps été simplement d'ordre réglementaire. La conséquence de ça, paradoxalement, c'est que depuis 2018, depuis que le Code de la commande publique contient deux parties, hein, il y a les articles L quelque chose et les articles R quelque chose, depuis 2018, bah, le Parlement, à l'occasion de n'importe quelle loi, s'amuse à nous modifier le code de la commande publique, ce qui est parfois effectivement un peu bizarre parce qu'il y a des modifications législatives qui sont dues à des improvisations parlementaires qui ne sont pas toujours très justes, mais que le gouvernement laisse passer. Alors, le fondement légal étant passé, la slide suivante, Erika, c'est tout simplement pour rappeler un arrêté l'arrêté du... Voilà, j'aime bien cet arrêté parce qu'il est venu... alors, c'est un arrêté qui est technique, hein, c'est un arrêté qui rappelle à tous les acheteurs publics, dont vous faites partie pour la plupart d'entre vous, que désormais, à partir du 1er janvier 2024, ils ont l'obligation de transmettre des données sur une plateforme de l'État et transmission des données. J'ai mis derrière, si tu peux défiler la slide 3 et 4, j'ai fait un copier-coller de l'arrêté. Voilà tout ce que doivent remonter les acheteurs publics, ce qu'on appelle les données essentielles qu'ils remontent sur les portails des marchés publics. Je vais fermer ma vitre parce qu'il y a une tondeuse qui s'est manifestée. Voilà, c'est plus calme. Donc, voilà, quand on parle des données essentielles que les acheteurs publics remontent sur le portail national, vous voyez, il y a du monde, hein, ça va tu peux mettre la page suivante, et ça, voilà. Et dans la page suivante, ah pardon, non, excuse-moi, non, voilà, l'intervenant, non, reviens, voilà, voilà. Vous avez à la fin, vous avez l'arrêté nous dit que effectivement, dans les données obligatoires qui doivent être transmises par les acheteurs, on a effectivement les considérations sociales et on a les considérations environnementales. Donc l'arrêté, moi je l'aime bien parce qu'il est venu mettre un peu d'ordre dans la terminologie. L'arrêté
2022 publié 2023, applicable 2024, cet arrêté dit clairement que désormais on parle de considération sociale dans un marché public. Et la nouveauté, c'est que désormais un acheteur public, quand il met en place des considérations sociales, il a le choix entre quatre options. Sachant que la quatrième, elle n'est pas très sympa puisqu'on lui dit qu'il peut ne rien faire. Et les trois premières options, c'est un, clause sociale, deux, critères sociaux, trois, marché réservé. Ça, c'est une nouveauté importante parce que jusqu'à 2023, donc c'est la première année où on oblige l'acheteur public, jusque-là, on avait une seule case qui était la case clause sociale. Et la case clause sociale était une espèce de fourre-tout dans lequel vous mettiez tout. Les marchés réservés, la clause sociale d'insertion, etc. Désormais, on doit cocher ou bien je fais de la clause sociale d'insertion, ou bien j'ai mis en place un critère social, ou bien j'ai mis en place un marché réservé. Donc on a bien aujourd'hui dans la terminologie le fait qu'on a trois modalités pratiques de considération sociale que l'on peut mettre en place. Et c'est là-dessus que 2024 est une année nouvelle et 2025 qui va suivre va être, parce qu'on est vraiment, moi, avant de rentrer dans le détail, parce qu'on ne va pas trop parler de la clause sociale d'insertion aujourd'hui, on va plutôt éventuellement évoquer ce que ça veut dire que mettre en place ces trois modalités et quel type de modalité on va choisir. Donc aujourd'hui, moi je trouve que c'est intéressant parce que moi j'ai commencé à faire des clauses sociales en 1994-95. Donc, on y est presque depuis 30 ans. Voilà 30 ans. Alors, la clause sociale d'insertion, on ne regrette rien, on ne rejette rien. C'est un bon dispositif. Ça fait 30 ans qu'on le fait. J'ai envie de dire, ça fait 30 ans qu'on n'évolue pas. Ça fait 30 ans qu'on fait majoritairement de la clause sociale en conditions d'exécution, avec un discours qui est toujours le même. On vous demande de faire des heures et puis on va contrôler vos heures et on va vous aider à faire ces heures. C'est-à-dire que les autres modalités de mise en œuvre des considérations sociales, critères sociaux et marchés réservés, là, il y a vraiment du travail. On est, à mon avis, un peu en retard parce qu'on a tendance effectivement à se complaire aujourd'hui dans un dispositif. Encore une fois, je ne rejette rien et je ne renie rien, mais c'est quand même un dispositif qui fondamentalement ne change pas grand-chose à la commande publique au sens où la clause sociale en condition d'exécution, que l'on soit entreprise citoyenne ou voyou, ça ne change rien puisque la qualité de la démarche portée par l'entreprise n'est jamais prise en considération. Donc aujourd'hui, on a ce texte-là. En principe, dans vos collectivités, il va falloir cocher l'une des trois cases, donc avoir effectivement un recensement un peu différent puisque les nouveaux modèles, donc cet arrêté-là, si vous ne le connaissez pas, hein, si vous l'arrêté de 2022, il est intéressant parce qu'il y a 8 pages d'annexes qui détaillent les 14 catégories que vous avez à l'écran dans le slide. Alors, là, on peut passer la slide suivante. Donc, c'était simplement, effectivement, avant d'entrer dans le détail des trois modalités, clause sociale d'insertion, critères sociaux et puis marché réservé, un petit focus simplement qui est vrai pour l'environnement et pour le social. Ne jamais oublier que le Code de la commande publique explique très bien que je peux intervenir en matière sociale ou environnementale aux trois stades de passation d'un marché. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est-à-dire que je peux faire de l'environnement ou du social dans la définition de mes besoins. Et là, ça devient obligatoire, c'est-à-dire l'entreprise n'a pas le choix. Je prends un exemple d'ordre social. Je vais prendre cet exemple-là pour les trois. J'ai envie que mes entreprises de nettoyage prennent en compte la santé des salariés qui travaillent à nettoyer mes locaux. On appelle ça la prévention des troubles musculo-squelettiques. Je peux très bien faire en sorte de le rendre obligatoire et d'en faire un, comment dire, une spécification technique de mon besoin. Je veux imposer ça. Plus simplement, pour me faire comprendre, je fais des travaux routiers, travaux de voirie, je répare ma voirie communale ou départementale,
et je veux que mon éclairage de ma voirie soit basse tension. Je peux agir dans l'environnement ou dans le social au niveau de la définition de mon besoin. C'est vraiment la mesure la plus forte, puisque si l'entreprise ne satisfait pas mon besoin, si l'entreprise ne satisfait pas la spécification technique que je lui impose quand je définis mon besoin, je vais rejeter son offre. Je ne vais même pas l'examiner. Elle sera irrecevable. Et ça, c'est un stade où je peux agir. Et je peux agir à ce stade-là dans le social et dans l'environnemental. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est vraiment l'axe. C'est pour ça que j'ai fait un papier que j'avais publié sur LinkedIn. Quand j'ai vu la loi, et c'est les parlementaires qui ont adopté ça au Parlement, le fait d'imposer euh, qu'à partir de 2025 ou 2026, on attend le décret, le fait que d'imposer dans l'environnement qu'au moins un des critères parle d'environnement, je trouve que c'est absurde, parce que c'est pas comme ça que les parlementaires auraient dû l'écrire. Si j'ai par exemple un technicien qui m'a défini, dans la définition de son besoin, qui m'a mis des considérations environnementales très fortes, exemple, mon éclairage est basse tension, je ne vais pas en plus lui demander de mettre un critère environnemental, ça n'a pas de sens. Donc le fait de dire j'impose qu'au moins un des critères soit porte sur l'environnement, si le technicien fait bien son boulot, s'il a bien défini son besoin, pourquoi rajouter en plus l'obligation de mettre un critère, l'environnement dans un critère? Deuxièmement, euh, on peut agir au niveau, donc on peut agir là, on peut agir au niveau du critère de choix, c'est-à-dire par exemple si l'entreprise me répond en me disant qu'elle va prendre en considération la santé des salariés, si elle me répond en disant je vais prendre en considération la prévention des troubles, ou si elle me répond en disant je vais prendre en compte l'environnement, je peux agir au niveau du critère de choix. Je vais effectivement mettre des points à l'entreprise. Dans le premier cas, j'impose ma règle à tout le monde. En critère de choix, je donne des points à l'entreprise qui me dit je vais faire un truc vachement bien dans le social ou dans l'environnement et je vais noter. Alors ça fait parfois un peu peur parce que qui dit critères dit notation, qui dit notation dit crainte du contentieux. Et le troisième stade où on peut agir, et c'est celui qu'on utilise les facilitateurs depuis 30 ans, c'est le stade le plus tranquille, le plus sécurisé, c'est le stade de la condition d'exécution. Je ne parle ni d'environnement ni de social pour attribuer mon marché. J'en fais pas une spécification technique. Je dis simplement aux entreprises qui me répondent, bah, si vous gagnez, l'attributaire devra, en exécution du marché, me faire de l'environnement ou du social. Donc, ne jamais perdre de vue ces trois niveaux de passation d'un marché public où on peut prendre en compte l'environnement et le social. OK? Voilà les trois stades où il faut toujours réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai toujours pas compris et j'ai d'autant moins compris que ce sont des parlementaires qui l'ont proposé, le gouvernement a validé, mais je pense qu'il y a dans l'environnement, je suis moins spécialiste d'environnement que de social, mais dans l'environnement, je pense que les techniciens qui gèrent leur secteur d'activité vont agir en partie au niveau de la définition du besoin. Ils vont mettre des règles en place que l'entreprise va devoir accepter, sinon bah, son offre ne sera pas examinée. Et je pense que vouloir en plus imposer de l'environnement en critère de choix, moi, ça me paraît effectivement quelque chose que je n'ai surtout pas compris. Il aurait fallu que la loi dise, vous devez prendre en compte l'environnement au niveau soit de la passation, soit de l'exécution, soit du critère. Mais vouloir uniquement agir sur le critère ne me paraît pas, à mon avis, une bonne démarche. J'avance pour vous permettre de poser après les questions. Donc après, j'ai développé voilà, alors j'ai pris en compte donc les trois niveaux. Alors oui, on est sur le critère social. Alors, j'ai pas redéveloppé la clause. La clause, elle est connue. Encore une fois, j'en pense du bien. Je pense simplement que c'est un peu, pardon du terme, c'est un peu le bordel en France parce que chacun fait comme il veut, où il veut, quand il veut. On n'a toujours pas de la moindre réglementation de la clause sociale d'insertion, hein. Je rappelle qu'il n'y a pas de texte. Et moi, j'ai fait une expérience fascinante pour un bailleur de la région parisienne
qui avait des logements dans les 7 départements de la région parisienne, plus la Seine-Maritime. Et il m'avait donné, au début de ma mission, j'ai récupéré une trentaine de marchés qui portaient sur tous ces territoires. Comme les marchés sont très influencés par les villes, les agglos, les EPT ou les facilitateurs, ben, j'avais 30 marchés qui étaient différents, avec des rédactions tout à fait différentes d'une ville à l'autre. Enfin, c'était tout à fait surréaliste. J'ai passé quelques jours à étudier ça. J'en ai fait une synthèse. Donc, la clause, à mon avis, aujourd'hui, je dis parfois qu'elle est restée au stade 30 ans après, elle devrait être à l'âge adulte. Elle est parfois restée au stade de l'adolescence parce que, encore une fois, il n'y a pas de règles qui s'imposent à personne, puisque, je le répète, il y a pas le moindre arrêté, pas la moindre circulaire qui essaye de mettre un peu d'ordre dans les pratiques, ce qui fait qu'on a des pratiques diversifiées dans les territoires. Pourquoi pas, hein? En tant que juriste, ça ne me choque pas, mais quelque part, on devrait quand même réussir, on devrait se mettre d'accord en France sur un certain nombre de choses minimales. Donc, je ne reviens pas sur la clause. Alors, le critère social, j'ai voulu le mettre à l'écran. Parce que là aussi, j'y réfléchis. J'ai dit dans le diapo qu'il y avait 2 versions. La première version, les anciens parmi vous qui ont commencé la clause comme moi il y a un peu longtemps se souviennent d'un mécanisme qu'on avait appelé à l'époque, sous l'empire du Code des marchés publics précédent, on appelait ça le 1453, hein. C'est-à-dire, on avait inventé ça à plusieurs avec Didier Hoble à Nantes, avec Jean-Louis Deplers à Strasbourg, et puis on avait réfléchi à tout ça. Bon, le 1453, c'est un article du Code qui dit que, effectivement, je peux, si tu mets la slide suivante, Erika, dans la première version, voilà, l'article du Code nous dit que je peux tenir compte, effectivement, dans les critères, je peux tenir compte des performances en matière d'insertion de publics en difficulté. Alors, ça remonte aux années 2005-2006. On a une loi à l'époque qui était la loi Borloo de cohésion sociale, qui avait effectivement dit que l'on pouvait tenir compte des performances en matière d'insertion. La loi a été votée et au lendemain de la loi, allez, moi je me souviens bien, j'ai toujours le texte dans mes dossiers, le MEDEF avait sorti un pamphlet qui disait en gros, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette loi? Depuis quand devrait-on tenir compte du social pour attribuer un marché public? Et du coup, la loi est restée lettre morte, le gouvernement n'a pas voulu. Voilà. Alors, on est quelques-uns. À l'époque, on a inventé ce 1453, qui était une astuce juridique puisqu'il y avait conflit sur le point de savoir si on pouvait ou pas tenir compte en critère de choix du social. Le texte du MEDEF était très drôle. Il disait, oui, vous pouvez tenir compte du critère social uniquement pour les marchés dont l'objet est l'insertion. Mais pour les travaux et les services circulés, il n'y a rien à voir, quoi. Et donc, on avait inventé ce dispositif où, quelque part, on disait, voilà, on faisait un 1453, on mettait des heures d'insertion, et on disait aux entreprises, sur l'objet social qui était les heures d'insertion, on mettait un critère qualité. Et on disait, ben, expliquez-nous comment vous allez mettre en œuvre vos heures d'insertion. Vous nous devez 10 000 heures, on affichait dans le marché 10 000 heures, et on déclinait derrière une demande d'information, et on mettait des points sur la qualité de la démarche d'insertion qui était demandée aux entreprises. Donc, elles n'avaient pas le choix sur le nombre d'heures. C'est ça qu'on appelait le 1453. Je pense qu'on s'est trompé. 1453 est tombé en désuétude. Il est quasiment plus utilisé. Je pense que à l'époque, je répète, hein, c'est les années 2005, 2007, 2008, on a voulu trop bien faire. On a inventé des critères, des sous-critères. Dites-moi ce que vous faites en matière de formation, dites-moi ce que vous faites en matière d'accompagnement technique, dites-moi ce que vous faites en matière d'accompagnement social. On en a trop mis, on en a trop ajouté, ce qui fait que c'est apparu trop compliqué. Et bizarrement, ce dispositif, au fil des années, il s'est vraiment effiloché, voire à disparaître. Aujourd'hui, on est quand même en clause d'insertion en condition d'exécution à plus de 90%. Le 1453, on l'a un peu. Moi, je tente de le réhabiliter aujourd'hui avec certaines villes où je travaille, mais j'ai vraiment simplifié ce 1453. En fait, je ne prends plus qu'un seul indicateur.
quand j'ai un marché, une convention de service public où je chope 20, 30 000 ou 40 000 heures d'insertion, j'impose systématiquement en critère de choix un critère formation. Donc moi, je continue à faire ça quand je peux, quand le maître d'ouvrage a envie de le faire, et je mets des heures. Et je mets en critère qualitatif la démarche de formation qui est proposée par l'entreprise avec un modèle assez simple où je peux à la fois contrôler, sanctionner et pénaliser, puisque à l'époque aussi, on s'était fait un peu alpaguer par la DAJ qui nous disait, vous faites, d'accord, c'est bien, mais comment vous contrôlez vos critères qualité? Alors c'est très simple, si vous prenez la formation, il est très simple de contrôler l'application du critère formation et de le pénaliser si ce n'est pas fait. Donc ça, c'est la version qu'on peut toujours utiliser. Moi, je le fais. Je viens de le faire sur des conventions de services publics avec la métropole d'Arras où on a closé la DSP assainissement et la DSP transport et on a mis ça parce qu'on a la convention dure 9 ans, on a plusieurs dizaines de milliers d'heures et on a mis en place un critère formation indépendamment du critère quantité. Ensuite, alors la deuxième version, je regarde l'heure, 11 heures, je vais un petit peu, voilà, la deuxième version du critère, la deuxième version du critère social, c'est ce que j'ai appelé le critère RSE. Alors lui, il est encore, autant le 1453, il faut le réanimer, le critère RSE, il est en train de bouger. Le critère RSE, c'est effectivement un critère responsable. Alors j'ai envie de dire que là, je l'ai appelé sociétal dans mon diaporama parce que les exemples que j'ai de mise en place de ce critère RSE, c'est vraiment un mélange d'environnement et le social. Alors, j'ai un arrêt du tribunal de l'Union européenne de 2021, j'ai derrière 3 jugements de tribunal administratif. Je ne vais pas les développer au niveau du TA parce que ça prendra trop de temps, mais c'est passionnant de voir que l'arrêt de l'Europe a poussé des acheteurs publics à Dijon, à Bastia et à Montpellier, pardon, à utiliser ce critère. Alors, pour bien comprendre, l'arrêt de l'Europe est passionnant. Tu peux mettre la diaporama, s'il te plaît, Erika, la suivante. Donc, voilà. C'est un arrêt qui porte sur un beau marché public. Le maître d'ouvrage, c'est le Parlement européen. Et le Parlement européen, effectivement, met en place un gros marché pour gérer la logistique des parlements à Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg et des services. Et ce marché important, on peut mettre la slide suivante, ce marché important, il y avait 2 critères. Il y avait un critère prix et un critère RSE. Et le critère responsabilité sociétale était à 30%, le critère du prix était, je pense, à 70%. Et le critère de RSE, il y avait 60 points à gagner. Il y avait 9 critères qui étaient énoncés. Chacun des critères permettant d'obtenir. Alors, les critères 1 à 4, c'était les critères sociaux. On pouvait gagner 3 points par critère. Et il y avait les critères 5 à 8, et puis il y avait etc., où il y avait 5 points. Alors, et là où c'est passionnant, alors pourquoi il y a eu contentieux, c'est que l'entreprise qui a perdu a attaqué en disant c'est quoi cette histoire, qu'est-ce que c'est que ce critère RSE, l'objet du marché, ça va pas du tout, on n'est pas dans l'objet du marché, pourquoi le social, etc. Le tribunal de l'Union européenne donc a rejeté le recours de l'entreprise qui se plaignait en disant mais on est complètement dans l'objet du marché. Vous allez voir les critères, je vais continuer après mon explication. Regardez les critères qui ont été utilisés par le Parlement européen, c'est la slide suivante. Euh, voilà. Alors, vous voyez les 5 premiers critères. Il y a 4 critères sociaux, donc qualité, égalité des chances, lutte contre le harcèlement, inclusion de personnes en situation de handicap, bien-être au travail. Il y a un critère 5 sur la formation. Et il y a critères 6, 7, 8, 9 sur effectivement, on est plus sur, de l'environnement et encore certification qualité, sécurité de l'information,
Enfin, c'est de l'ISO, hein, donc, etc. Voilà. Et donc, les quatre premiers, si vous vous souvenez, ils étaient notés sur 3 points. Le cinquième était noté sur 4 points. Chacun des critères est noté sur 4 points. Et là où c'est fabuleux, quand j'ai vu ça, alors là où c'est intéressant, c'est que l'entreprise, quand on lit le jugement du tribunal de l'Union européenne, c'est passionnant parce que le Parlement, le juge européen dit, mais à l'entreprise qui se plaint, mais quoi de plus normal, dit le juge européen, que de s'interroger sur le harcèlement, sur le bien-être, puisque l'objet du marché, c'est de la logistique, c'est de la prestation de services, et qu'on puisse, dans un marché de ce type, s'interroger sur les conditions de travail, le bien-être, la diversité, la lutte contre le harcèlement, la formation, quoi de plus logique par rapport à ça? Donc c'est passionnant parce que ça renvoie pour les juristes au débat sur l'objet du marché. Et le juge européen, quand on lit l'arrêt, fait vraiment un cours sur l'objet du marché. Mais on est en plein dans l'objet du marché, puisque l'objet du marché, c'est de la prestation de services, c'est de la logistique. Donc, quoi de plus normal. Donc, je valide totalement ce qu'a fait le Parlement européen. Je rejette le recours de l'entreprise qui se plaignait avec la théorie de l'objet du marché et je valide. Et ce jugement-là, donc, a donné lieu à trois jugements, à trois marchés à Bastia, à Montpellier, etc., de maîtres d'ouvrage franco-français qui ont utilisé ce critère, pas comme ça, mais qui ont utilisé ce critère RSE en mêlant l'environnement et le social, en le pondérant non pas jusqu'à 30%, ils l'ont pondéré à 10 ou à 15%. Je n'ai pas le temps de vous raconter les histoires de Montpellier, Bastia et Dijon, mais c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je pense que l'avenir de l'achat responsable est plutôt là, est plutôt là. Maintenant, ce serait déjà très bien de passer au 14, de remettre à l'honneur l'ancien 1453 pour faire en sorte que, parce que moi je désespère un peu après toutes ces années de la clause en condition d'exécution, parce que l'entreprise privée, qu'elle fasse bien ou pas bien son boulot, bah, on n'en tient pas compte pour attribuer le marché. Je pense qu'il y aurait cet effort à faire pour effectivement récompenser l'entreprise qui est plus citoyenne que d'autres, ce qui n'est pas le cas quand on fait de la clause d'insertion en condition d'exécution. Donc voilà les deux facettes du critère social. Et ce qui me fait dire que ça va finir par bouger, c'est que les trois... alors évidemment, moi, je ne peux saisir ce que font les maîtres d'ouvrage qu'à travers la jurisprudence et les trois jugements de TA que j'ai lus et qui sont mentionnés dans mon diaporama. Je pourrais les envoyer après si vous le voulez, sont intéressants parce qu'ils ont vraiment utilisé ce critère de la responsabilité. Alors, moi, j'utilise le terme sociétal parce que social, on le comprend nous comme étant des modalités sociales. Sociétal, c'est le social plus l'environnement et les trois collectivités françaises dont je parle, dans le critère utilisé, ont mélangé l'environnement et le social. Voilà pour le critère social. Je pense que j'ai terminé. Si tu mets la slide suivante, Erika, il est 11h10. Voilà. Alors, donc, on a des efforts à faire sur le critère social, qu'on le fasse en ex 1453 ou qu'on le fasse en critère RSE. Et on a forcément des efforts à faire, à mon avis, sur les marchés réservés. Euh, Bon, trois modalités, je ne vais pas vous faire du droit, vous êtes capable aussi bien que moi de retourner au code. Secteur handicap depuis 2005, secteur de l'insertion depuis 2018 et puis depuis 2022, on nous a ajouté donc le secteur pénitentiaire. On peut réserver des marchés pour des structures qui sont à l'interne de nos établissements pénitentiaires et qui ouvrent des chantiers d'insertion. Voilà les trois modalités qui existent dans le code. Voilà pour le rappel des articles. Un exemple de bêtise de nos parlementaires, moi ça m'a rendu furieux. Il y a des parlementaires qui, sous prétexte de... Parce que jusqu'à 2022, pour les plus anciens, il fallait qu'on choisisse entre l'environnement et l'insertion. Et les parlementaires, et j'ai lu les débats parlementaires, sous prétexte de vous permettre à des structures d'insertion de répondre en même temps que des structures, ensemble avec le handicap, ont modifié le code de la commande publique. Le pire, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Avec l'intention
de permettre des réponses conjointes, ils ont rédigé un article qui laisse entendre que désormais, on peut les mettre en concurrence. Et c'est ce que font certains acheteurs. C'est-à-dire, là où c'est déprimant, c'est qu'il y a des acheteurs qui mettent en concurrence l'insertion et le handicap pour trouver le moins cher. Ce qui est éthiquement parlant, je trouve pas très raisonnable. Et la rédaction du code est mal faite. Et encore une fois, c'est parce que les parlementaires ont modifié le code et que le gouvernement a laissé faire en disant, bah, écoutez, j'accepte la modification, mais cette modification est une catastrophe. Alors là où je suis content, c'est qu'il n'y a pas que moi qui parle, puisque la Cour des comptes a rendu un arrêt sur le sujet, et la Cour des comptes a acté cet effet pervers de la modification du code qui fait en sorte que certains acheteurs mettent en concurrence aujourd'hui le handicap et l'insertion avec l'objectif éventuellement d'avoir le moins cher. La slide suivante, Erika, c'était simplement pour rappeler, voilà. Alors, le marché réservé, moi, je pense, à titre personnel, j'ai fini par me faire des convictions. Je suis un militant de l'insertion depuis toujours. J'ai travaillé pour le GESAT pendant 5 ans, donc j'ai visité depuis plein d'ESAT et d'entreprises adaptées. Le handicap s'est autorisé maintenant depuis près de 20 ans, hein, puisque c'est en 2005 qu'on a donné le droit à un acheteur public de réserver. Alors réserver, ça veut dire qu'on a donc inventé une procédure discriminatoire, c'est-à-dire j'ai le droit en tant qu'acheteur, quel que soit le montant, de dire ce marché n'est pas pour les entreprises privées, je le réserve à des structures du handicap ou de l'insertion. Là où c'est désespérant, c'est que les résultats sont pas bons, quoi. Encore aujourd'hui, même pour le handicap. Et ça ne prend pas, ça ne se développe pas, pas à mon avis comme ça devrait l'être. Euh, alors, il n'y a pas de modèle, hein, puisqu'un marché réservé, il suffit de le décider pour le faire. On peut réserver librement, il n'y a pas de montant. Le tout, c'est de le faire et de le décider. Alors, ça ne se décide pas. Moi, je trouve, ma dernière expérience, je l'ai faite dans la ville de Troyes chez M. Barouin, qui préside son aglo. J'avais été invité à une session de formation. On m'avait laissé 2 jours et du coup, j'ai dit, écoutez, 2 jours, c'est beaucoup. J'ai passé une demi-journée avec la quarantaine d'acheteurs qui étaient là et je raconte ça volontiers parce que j'avais décidé, en lien avec la facilitatrice qui était ma partenaire dans ce montage d'opération, j'avais décidé effectivement qu'on emmènerait tout le monde dans un ESAT l'après-midi. Le lendemain matin, on emmenait tout le monde dans un chantier et la quatrième demi-journée, on a fait un débriefing. Et depuis, je suis convaincu que le développement des marchés réservés, c'est pas un problème juridique, c'est un problème de prise de conscience de la réalité de ces structures par un certain nombre d'acheteurs qui ne les connaissent pas. Alors, il y a 2 obstacles. Il y a le fait que les acheteurs ne connaissent pas, n'ont pas le temps, ne sont pas informés. Il n'y a pas de mauvaise volonté. Moi, je les ai surpris tels qu'ils sont rentrés et tels qu'ils sont sortis, c'était plus les mêmes, quoi. Il y avait une ouverture qui était réelle et quand on découvre, on a envie de faire. Le deuxième obstacle, c'est les marchés, c'est le service des marchés des collectivités. Le deuxième obstacle, ce sont les juristes qui ne comprennent pas toujours que je crois que je l'ai mis dans la slide suivante. Ici, récap, voilà, les procédures et les entreprises du handicap et de l'insertion ont des spécificités dont il faut tenir compte. On ne peut pas faire un marché réservé comme on fait un marché avec Bouygues, Vinci et Eiffage. La procédure n'est pas la même. Il faut vraiment, si on a envie de réussir une procédure de marché réservé, il faut aller voir, il faut prendre des contacts, il faut aller sur place, il faut aller voir l'opérateur. J'explique simplement, moi, juridiquement, que une des caractéristiques, c'est qu'ils sont contingentés sur le nombre d'emplois. Un chantier, l'État dit au 1er janvier, vous avez tant de postes, on n'aura pas plus. Même chose en ESAT. On peut pas faire de l'intérim. Et donc, si on n'anticipe pas son achat et si on ne va pas voir la structure, si on ne comprend pas ses spécificités de fonctionnement, la procédure du marché réservé, il faut absolument que les juristes s'ouvrent à l'idée qu'on est dans une procédure de droit discriminatoire. Et une procédure discriminatoire ne peut pas avoir le même mode de fonctionnement que la procédure des marchés publics qu'on adresse aux entreprises privées. Et c'est pour ça que je cite dans la slide suivante, je dis, alors, pour ne pas fâcher les juristes qui parfois s'émeuvent un peu de mon discours, mais je leur dis, c'est simplement un sourçage approfondi, quoi. Quand on lit l'article que vous avez sous les yeux, que Erika a mis à l'écran,
quand vous avez cet article, vous vous dites, ben oui, je vais faire ça. Je vais aller voir l'acheteur, je vais demander son avis, je vais faire des études, je vais l'informer de mes exigences. En fait, il faut faire un sourcing ou un sourçage, comme vous voulez, un peu approfondi. Il faut vraiment, effectivement, aller voir la structure, voir si elle peut, lui en parler, voir comment elle travaille et voir quels sont Rien que dans la rédaction du cahier des charges, j'ai fait tout récemment je m'attendais à tout sauf à ça. On prépare avec un maître d'ouvrage 4 lots réservés. Au- J'ai un coup de fil me disant, Monsieur Loquet, les 4 lots sont infructueux. Je dis, mais comment est-ce possible puisqu'on avait tout mis en place? Oui, sauf que dans la rédaction du marché, ils avaient laissé la clause qu'on applique parfois aux entreprises privées, selon laquelle le chiffre d'affaires de la structure doit être 2 fois supérieur au montant du marché. Aucune structure d'insertion est capable d'avoir ça. Moi, j'ai dirigé, je l'ai raconté, pendant 8 mois, j'ai été directeur bénévole d'une structure d'insertion dont le directeur était décédé. Moi, j'ai 600 000 euros de subvention d'aide au poste. Si vous me retirez mes 600 000 euros, quand on dit le chiffre d'affaires, c'est mes prestations commerciales. Et donc, la conséquence de cette mention juridique, c'est que bah, la commission, ils avaient éliminé, mais voilà, au motif que, bon, voilà, depuis, je leur ai expliqué qu'il fallait corriger le tir. Voilà, donc, c'est du sourçage approfondi. Alors, dernière chose, toujours sur le marché réservé. Je le dis pour ne pas l'oublier. Oui, oui, tu peux laisser le dernier slide. Je vais vas-y, tu peux passer au suivant, Eric, merci. Donc voilà, il faut effectivement une décision politique d'y aller, mais moi je pense que c'est ce que j'ai essayé d'expliquer là. Je suis convaincu aujourd'hui que pour faire bouger les lignes en matière de marché réservé, il faut que les acheteurs publics, il faut qu'on puisse les emmener 1 fois par an, aller voir un ESAT, aller voir un chantier. Et par ailleurs, il faut que les services des marchés comprennent, acceptent l'idée que quand on est d'un sourçage un peu approfondi, quoi. Voilà. Et ça reste du sourçage, mais il faut que ce soit un peu approfondi. Moi, je dis sans honte que lorsque je fais un marché réservé depuis 2005, je sais avec qui je vais le traiter, quoi. Et je sais qui va le gagner. Je pense qu'il n'y a pas de. Voilà, c'est à peu près certain pour moi. Voilà. Alors, je termine en disant, j'ai commenté tout récemment, ça sera publié jeudi dans Achat Public. Il y a eu un jugement qui m'a vraiment terrorisé sur un jugement du théâtre de Lyon au mois d'août 2024. J'attire votre attention là-dessus parce que depuis 10 ans, moi, depuis 2005, depuis presque 20 ans, quand je suis consulté sur l'idée de passer un marché réservé sur un marché de services qui a été attribué les 4 années précédentes et dans un secteur d'activité où il y a reprise du personnel, et il y en a beaucoup, hein, nettoyage, gardiennage, espace vert, restauration. Depuis toujours, je dis quand je suis consulté, attention, si vous passez d'un marché secteur privé à un réservé, vous allez interdire au privé de répondre, donc à l'entreprise qui est attributaire. Et par ailleurs, il y a un risque, c'est que la structure d'insertion du handicap ne puisse par définition pas reprendre votre personnel. Donc j'ai toujours alerté en disant, moi j'y vais pas, quoi. Il y a d'autres façons de faire, peut-être que de basculer brutalement. Et là où le jugement du TA de Lyon à propos de la métropole de, je sais pas s'il y a quelqu'un de Lyon parmi vous, non, non, c'est la région parisienne. Le jugement du TA est surprenant, quoi. L'entreprise privée qui perd le marché, bah, elle attaque en disant, mais moi j'ai pas pu répondre, et qu'est-ce que je fais de mon personnel? Donc je saisis le juge en disant la convention collective propreté, vous en faites quoi? Et à ma grande surprise, le théâtre de Lyon dit bah, écoutez, la métropole de Lyon, je cite, hein, j'ai toujours pas compris qu'un juge ait pu écrire cette phrase, la métropole de Lyon n'est pas partie prenante à la convention collective propreté. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs publics qui sont partie prenante à la convention collective propreté. Et au motif que cet acteur public métropole a passé un marché réservé, bah, le juge a purement et simplement écarté la convention collective en disant qu'elle ne s'applique pas. Ça m'a, ça m'a vraiment étonné. J'espère que ce jugement ne fera pas jurisprudence parce que
Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, mais moi je pense que la reprise du personnel est un pilier du droit du travail qu'il faut préserver et je pense qu'on ne peut pas comme ça s'aventurer à la légère en disant voilà, un marché réservé, évidemment qu'un ESAT, évidemment qu'un chantier ne reprendra pas le personnel parce que son équilibre économique et financier, il ne peut pas tenir. Voilà. Donc, les marchés réservés, les deux enjeux, si vous pouvez, là où vous êtes, emmener une fois par an nos acheteurs pouvoir rentrer dans un ESAT ou rentrer dans un chantier, on pourra en parler après. Oui, j'ai fait ce jeu de mots avec les anciens Paris Match à l'époque, disait le choc des photos, le poids des mots. Bon, voilà, donc je me suis un peu laissé aller là dans le diapo. Que le choc des mots ne suffit pas. On a beau leur en parler, je pense que lorsqu'ils voient et je pense qu'ils sont un peu émus et en rentrant chez eux, ils ont un peu peut-être pris conscience du fait que ça va peut-être le coup de s'y arrêter. Il est 11h20, je pense que je sais plus ce que j'ai derrière. Est-ce que je suis arrivé au bout? Oui, là, non, non, voilà. L'action de promotion de l'emploi. Je vais aller plus vite parce que là-dessus, Pascal et Georges vont réintervenir. Donc, euh, oui, il y a quelque chose qui, depuis 30 ans, donc, et là je plaide coupable avec mes amis de l'époque, on a, aujourd'hui, j'ai fait, mentionné dans la slide, en 2022, il y a 160 000 il y a 30% de marché de fourniture. Donc on est à 50 milliards d'euros de marché fourniture et ça fait 30 ans qu'on laisse tranquille tous les fournisseurs et qu'on fait porter l'effort d'inclusion sur le bâtiment d'abord, un peu les services, et on ne touche pas au marché de fourniture. Et pendant très longtemps, on expliquait aux jeunes facilitateurs qu'on ne peut pas parce que le fournisseur ne produit pas forcément d'heures de travail, ce qui est vrai. Il revend ce qu'il peut acheter en gros. Et puis, deuxième argument qu'on utilisait, le fournisseur n'est pas installé dans le territoire du donneur d'ordre. Vous pouvez être à Nice et puis avoir un fournisseur à Roubaix. Je pense que le maire de Nice aime peut-être bien Roubaix, mais n'a pas forcément vocation à insérer les gens de Roubaix. Donc voilà ce qu'on a dit pendant des années. Et je pense qu'on s'est trompé. C'est la slide suivante. Donc j'essaye de dire aujourd'hui, on peut peut-être, et Pascal et Georges interviendront là-dessus un peu, on peut peut-être changer d'orientation. Et moi, j'ai développé donc une clause que j'ai appelée promotion de l'emploi pour la différencier de la clause sociale d'insertion, où, où je demande aux fournisseurs de s'impliquer dans une action d'insertion, ce sera la slide après. Il faut simplement, quand on fait ça, donc les modalités que je préconise, donc il y en a deux. Il y a la première modalité, il n'y a pas de production d'heures, donc je ne demande pas un contrat de travail, mais je demande, par exemple, l'exemple le plus banal qu'on puisse trouver, c'est toutes les collectivités ont des contrats pour les voitures qui sont achetées. Généralement, la voiture est achetée au concessionnaire du territoire. Pourquoi ne pas demander au concessionnaire, effectivement, d'accepter de faire des actions d'insertion en mettant une période de mise en situation voilà, en milieu professionnel. Et puis, j'ai la slide suivante. Il m'arrive de proposer, voilà, il y a toute une gamme, on en avait parlé lorsqu'on a préparé cette séance avec Pascal, Erika et puis Georges. J'écris tout ça. Alors, soit j'écris en fonction du montant du marché, soit je demande une période de mise en situation au milieu professionnel. Si c'est un marché de services d'entretien, ben, je demande un stagiaire par an, mais on peut très bien demander à l'entreprise de s'engager sur une ou deux des actions qui sont mentionnées là, job dating, parrainage, visite d'entreprise, participation à un forum de l'emploi. J'attire votre attention sur le dernier point, la dernière modalité. C'est pas moi, j'ai trouvé ça. Il y avait une facilitatrice un jour là où j'étais qui m'a dit, moi je fais ça et j'en suis content. En gros, elle s'arrangeait avec l'entreprise attributaire et quand elle ne pouvait pas faire de contrat de travail ou même une PSMP, elle disait, bah, écoutez, vous pouvez faire une action en direction d'une structure d'insertion ou de handicap de mon territoire.
C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des petits déjeuners à commander, ben, vous les commandez et je convertis vos heures d'insertion en achat local d'insertion ou de handicap. Trouvez, pourquoi pas, hein, c'est l'objectif, etc. Donc, la clause de promotion de l'emploi, il y a simplement comme précaution à prendre, on en revient au sourçage. Moi, je le fais avec la communauté urbaine d'Arras, puisque je suis voisin de la ville d'Arras, je travaille régulièrement avec eux. On l'a mis en place sur tous les marchés de fourniture. Alors, soit on fait de la PSMP, soit on met ça dans le marché et puis on demande à l'entreprise de faire un choix en lien avec le facilitateur. La seule chose qu'il faut faire, c'est évidemment, les élus de l'agglomération d'Arras et 100 000 habitants, ils sont sensibles à ça. Encore faut-il que le fournisseur soit de chez eux, quoi. Donc, ça suppose simplement qu'en amont, avec les acheteurs, on fasse un peu de sourçage et on essaie de se dire, oui, à tous les coups, ce marché de fourniture-là, il va effectivement aboutir sur notre territoire, auquel cas on met cette clause de promotion de l'emploi. On peut la détourner, on peut la détourner et puis éventuellement faire une clause comme ça de stagiaire ou autre chose quand on a des doutes sur le contrat de travail, quand on a des doutes sur le fait qu'on peut mettre ou pas une clause sociale d'insertion. Mais il faut faire attention parce que si on laisse apparaître aux entreprises que l'on peut mettre un contrat de travail ou un stagiaire, en général, elles préféreront le stagiaire, mais faut faire attention si on l'applique pour les marchés de travaux ou de services, à bien expliquer dans quel cas cette clause de promotion de l'emploi pourrait jouer. Mais là-dessus, je vais m'arrêter parce que c'est Pascal et Georges qui vont prendre le relais sur des exemples concrets. Est-ce que c'était la dernière slide? Oui, voilà, Oui, c'est oui, oui, parfait. oui, tout à fait. C'était un petit peu long, pardon, mais j'ai fait le tour comme ça. Ah, c'était passionnant. Alors je ne sais pas s'il y a des questions? Alors, je vais me reconnecter. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions? Sinon, on continue. On garde des questions pour la suite. Je te laisse, poursuivre, Georges? Très bien. Bonjour à tous. Donc, Georges-Étienne Doniza. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok, Alors parfait. je fais défiler, hein, je garde la main Oui, si oui, ça oui. Et te je si te, ça te va? il n'y a aucun souci, tu gardes la main et puis je te dirai à chaque fois qu'il faut passer la slide suivante, effectivement. Alors, peut-être pour certains qui ne me connaissent pas, donc je suis le responsable en quelques minutes de l'unité emploi insertion professionnelle. Je travaille au sein de la Société des grands projets qui était avant la Société du Grand Paris, sur la construction donc, des lignes de métro sur l'île de France. Et puis, depuis cette année, enfin début 2024, la Société des Grands Paris est venue, Société des grands projets, puisque on peut maintenant intervenir au niveau national sur des projets, ce qu'on appelle les projets de SERM, donc autour de la mobilité sur certains territoires, les Hauts-de-France, il y en a certains au sud de la France aussi, au Rouen. Enfin voilà, il y a quelques projets qui sont en train de voir le jour et donc l'État nous a sollicité pour travailler avec la SNCF sur les modalités d'organisation de mobilité sur ces territoires. Alors moi, je vais vous parler, vous donner deux petits exemples de tout ce qui a été dit par Patrick Cloquet pour essayer d'étayer un peu ses propos. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de construire donc, les lignes de métro. Là, vous avez vu pour certains, entendu déjà que la ligne 14, qui était déléguée à la RATP, eh ben, fonctionne. Hein. C'est de Saint-Denis jusqu'à l'aéroport d'Orly. Et puis il y a d'autres lignes qui sont la 15 Sud, la 15 Est, la 15 Ouest. Je ne vais pas vous refaire le schéma, mais vous pouvez aller sur notre site où vous verrez. Et la 18 qui sont en train de se construire. Et pour ça, ben, on a inclus dans les marchés, puisqu'on travaille beaucoup avec la direction MPC chez nous, ces marchés contractuels au sein de la SGP, sur des clauses qui sont inscrites dans ces marchés qui sont principalement aujourd'hui des marchés de construction, donc génie civil, TP, BTP, aménagement, mais au fur et à mesure qu'on avance sur l'évolution de la SGP, on va travailler aussi sur les marchés de prestations intellectuelles. Si je parle trop vite, vous me dites, hein.
Voilà, donc slide suivante. L'idée, c'était de faire en sorte de pouvoir, voilà, de transmettre l'information aussi au territoire. Donc, nous avons des conventions avec des territoires. Ces territoires nomment un guichet unique et à l'intérieur du guichet unique, il y a un facilitateur qui va être notre point d'entrée au niveau du territoire. Et là, l'objectif, c'était quand même de favoriser l'emploi local, de faire en sorte que les retombées économiques reviennent pour les publics qui sont en insertion, mais aussi auprès des TPE-PME afin que, là, on a un petit peu parlé des élus, hein, Patrick Lequel disait qu'ils sont quelquefois très importants dans cette démarche, à impulser aussi la démarche des clauses dans leur propre marché. L'idée, c'était de travailler avec ces territoires pour qu'on puisse avoir un sourcing fait par les facilitateurs, que les facilitateurs rentrent en contact avec les titulaires des marchés. Alors, ce sont des marchés qui sont énormes, ce sont des marchés à plus de 1 000 millions d'euros. Donc, ce sont des grands groupes comme Eiffage, Bouygues, Vinci, je vais en citer d'autres, NGE, Razelbeck, qui se positionnent sous forme de groupement avec des TPE-PME et qui répondent à ces marchés de construction. Et puis, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter juste là, on va essayer quand même de faire en sorte que sur le tissu local, le tissu associatif, les SIAE, qu'on puisse avoir aussi des retombées pour que ça puisse vivre autour des gares et avec effectivement ces publics et ces structures qui interviennent régulièrement sur ces territoires. C'est pour ça que l'ancrage territorial est assez important pour nous. La slide suivante. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur nos clauses? Alors, on en a mis 3 aujourd'hui, mais là, on est en train de travailler sur un projet closier 2024 qui va être beaucoup plus large que celui-là et qui va répondre effectivement aux questions et de tout ce que Patrick vient de présenter. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur 3 clauses qui sont inscrites dans les marchés. S'il y a une clause d'insertion par activité économique où là, on va demander au titulaire de réaliser et de garder 10% du volume d'heures donc du marché pour des personnes éloignées de l'emploi. Et c'est là que le facilitateur va intervenir pour aller faire le sourcing et amener ce public sur les chantiers et donc sur tous les métiers. On ne va pas réserver que les métiers de manœuvre, mais vraiment, ça peut être les métiers support, ça peut être tous les métiers qui sont identifiés et exprimés par le titulaire du marché. Ensuite, on a rajouté une clause, la clause des TPE-PME. L'idée, c'est de garder 20% du montant de ce marché réservé aux TPE-PME. Alors, vous allez me dire que les grosses boîtes, elles connaissent déjà leur réseau. Donc, effectivement, elles viennent déjà dans un premier temps avec des TPE-PME quand elles répondent au marché, ce qui est tout à fait normal. Mais au fur et à mesure qu'elles avancent sur la construction des lignes ou la construction du chantier, de l'aménagement des gares, elles expriment des besoins. Ça peut être de l'électricité, ça peut être de la menuiserie, ça peut être sur des métiers où là, on va retrouver ces petites entreprises. Et c'est là que le territoire intervient pour ouvrir son fichier de développement économique, donc de repérer effectivement les réseaux qui sont sur les territoires pour amener des petites et moyennes entreprises auprès du titulaire qui va avoir ces besoins qui sont assez récurrents. Et c'est là qu'on arrive à toucher un autre type de population et qu'on arrive quelquefois à consolider aussi des entreprises qui sont peut-être en difficulté sur les territoires, mais en allant et en répondant aux besoins du majeur qui est en train de construire la gare, elles essaient de se sortir un petit peu de ces situations un peu délicates. Et puis, on a rajouté une clause de développement de l'emploi et de la formation. C'est là où on intervient auprès du titulaire pour lui dire, OK, on a ce volet insertion avec des personnes éloignées, mais en même temps, on voudrait comprendre aussi votre modèle et la façon dont vous êtes organisé sur des métiers qui sont très spécifiques. Donc, on sort de l'insertion et on demande au titulaire de nous fournir ses besoins sur des métiers qualifiés, des métiers d'ingénieur, des métiers de support où là, il faut peut-être des diplômes et des personnes qui ont une expérience un peu plus poussée. Et on intervient avec d'autres réseaux pour qu'on puisse amener aussi ce public sur les chantiers avec des CV, avec des rencontres, des job dating. Et ensuite, on s'est dit, pourquoi pas essayer, ce que je vous disais, de faire en sorte que l'entreprise ait aussi des retombées autres. Et on a inventé la clause d'innovation sociale des territoires qui n'est pas inscrite dans les marchés. Par contre, on en parle au titulaire et on lui dit, attention, vous avez des exigences, nous aussi, et on a des critères et on a des clauses. Un moment, vous pouvez être en difficulté parce que pour X raisons, vous n'arrivez pas à faire vos heures, vous n'arrivez pas à faire de retombées économiques, parce que ça peut arriver. Alors aujourd'hui, on n'a pas énormément de cas, mais je vais vous donner un exemple après. Et on lui dit, à ce moment-là, nous, on va prendre un peu la main et on va vous imposer, entre guillemets, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente, la clause d'innovation sociale et de territoire. Et c'est un mix des 3 clauses qui sont inscrites dans vos marchés. Donc, on va vous proposer un projet et ce projet-là, vous allez y contribuer. Alors, il peut très bien nous dire non,
Mais il faut savoir que dans nos marchés, nous mettons des pénalités. Et en face, quand on lui fait le montant des pénalités qu'il doit rembourser, et on lui dit voilà le projet, voilà ce que ça va vous coûter, eh ben, en général, et en gros, il suit le projet. Et c'est là qu'on met en marche toute une démarche avec les entreprises, avec les territoires. La slide suivante. Donc, je vais vous donner un exemple qui s'est passé dernièrement où on a eu un marché d'info légale. C'est un marché effectivement d'informatique pour la SGP, ce marché interne à la SGP, où le titulaire a eu du mal à faire ses heures d'insertion et à redistribuer ses 20% au poids des TPE-PME. Donc, on a travaillé avec le territoire, qui est le territoire de Plaine Commune, on a travaillé avec France Travail, on a travaillé avec une association et on a dit voilà, vous n'arrivez pas à recruter, moi je veux que vous fassiez une action pour des demandeurs d'emploi. Donc, on a repéré des demandeurs d'emploi inscrits à France Travail et dans d'autres entités qui voulaient aller sur les métiers de l'informatique, sur l'ensemble des métiers de l'informatique. On a mobilisé ce partenaire, on lui a dit voilà, on va avoir un atelier sur différentes journées, donc il y avait 3 journées complètes, avec des personnes qui ont été repérées par France Travail, qui sont venues chez nous et qui sont venues aussi à la Fabrique du métro, une association qui a présenté les métiers. Le titulaire a présenté ses métiers, a présenté ses besoins, il s'est investi dès le démarrage sur l'organisation et on a touché à peu près une quinzaine de personnes et on a demandé au titulaire, d'une part, de payer cette association pour son action de formation. On lui a demandé de payer le petit déjeuner pendant les 3 jours et même le déjeuner du midi, puisque les gens restaient toute la journée pour les demandeurs d'emploi. Et ensuite, on lui a demandé de payer et d'acheter des ordinateurs pour les demandeurs d'emploi. Et ensuite, on a été chercher une entreprise qui faisait des ordinateurs recyclés. Donc, on est resté dans un cycle aussi d'innovation. Et donc, c'est ce titulaire-là qui a finalement tout financé et qui a mobilisé son équipe. Donc, c'est les quelques photos que vous voyez ici. Vous voyez quelques personnes ici. Toutes les personnes n'ont pas souhaité être prises en photo, donc c'est pour ça qu'il y en a très peu. Mais en tout cas, ce sont des actions que nous menons. Mais à ce moment-là, c'est nous qui suivons toute l'organisation, on ne laisse pas le titulaire seul. On lui fait des propositions et en général, il vient avec nous. Alors, pour la suite, on a essayé d'innover un peu. On vous a parlé effectivement de la clause sociétale et on essaie d'évoluer un peu sur notre propre organisation. Et dernièrement, on a travaillé, c'est aussi, tu peux passer à la suite, sur un marché de concertation. Ce que je vous disais en introduction, la SGP aujourd'hui, elle n'est plus sur l'Île-de-France, elle est sur l'ensemble du national. Et sur le national, en fonction des projets qui vont être mobilisés pour la mobilité donc, des habitants, on a besoin de rencontrer les habitants pour discuter de ces projets, donc ce qu'on appelle la concertation. Ce n'est pas de la communication. Dans la concertation, vous avez de la communication, mais la concertation, c'est vraiment tout un système qui est figé, hein, qui est écrit. Il y a des choses à mettre en place, il y a toute une planification à mettre en place et on a besoin de prestataires qui sont en capacité à à disposer d'éléments pour faire de la concertation avec les gens. Donc ça peut être de la logistique, ça peut être de la communication, ça peut être aller chercher les publics, ça peut être un élément de déambulation aussi sur les chantiers. Enfin, écrire les comptes rendus. Donc tout ça, on a essayé de travailler sur ce marché. Tu peux passer sur la suite. Donc, c'est ce qu'on appelle le marché de concertation. Donc, vraiment, c'est le candidat fournira une note détaillée de sa compréhension donc, du sujet, avec ce qu'il a compris de ce que c'est que les services express régionaux métropolitains, et ensuite des enjeux de la société des grands projets dans le déploiement de la concertation sur les nouveaux projets. Et à l'intérieur de ça, on a mis des critères. Donc, je vais vous les présenter. C'est la slide, je pense, qui est après. Et on a parlé effectivement d'ancrage territorial, de tissu économique. Donc, on demande au titulaire de connaître sur son territoire ou sur le territoire ou sur le national, en gros, le tissu économique, comment il peut travailler avec les acteurs de terrain. L'innovation du service à disposition de la concertation, c'est comment je fais le dialogue, qu'est-ce que je vais mettre en place, est-ce que je vais mettre un site internet, comment je vais présenter mes flyers, comment je vais présenter effectivement ces éléments à la population, comment je vais aller chercher la population pour venir sur les points de concertation. La diversité de l'inclusion, on en a parlé, l'égalité homme-femme, la mixité, le handicap, l'insertion des personnes éloignées de l'emploi. Donc, on lui demande comment, lui, dans son marché de concertation,
concertation, il ira chercher ce public-là pour développer de l'emploi et faire en sorte qu'on puisse avoir des personnes aussi en insertion sur les chantiers de concertation. Et puis la présentation au niveau environnemental, la lutte effectivement sur le changement climatique. Est-ce qu'il va aller chercher une entreprise qui utilise des cartouches recyclées? Est-ce qu'il va aller utiliser plutôt des vélos électriques et des véhicules électriques que des véhicules thermiques? Tout ça, on va lui poser cette question-là. Et on est arrivé effectivement sur des items. Donc, tu peux passer à la slide d'après, où là, on a mis effectivement 3 critères. Et donc, quand vous voyez le critère 2, vous voyez effectivement des notes qui sont attribuées à l'ancrage territorial, à l'innovation, à la diversité et l'inclusion et à l'environnement. Et c'est là que notre unité, nous avons contribué, puisqu'on a été sollicité sur la lecture donc, des mémoires de chaque prestataire qui ont répondu au marché pour attribuer une note. Et finalement, sur les 10 qui ont répondu, on va en garder 5. Voilà. Et sur les 5, on va effectivement leur dire qu'on pourra travailler avec eux sous forme de bons de commande pour, lorsqu'on a besoin effectivement d'organiser de la concertation, on va venir les solliciter. Donc ça, c'est un peu nouveau pour nous parce que ça nous demande de travailler avec une autre unité aussi qui est la direction de la stratégie de l'environnement et de l'innovation, qui a la partie environnementale sur les clauses et nous on a plutôt la partie sociale. Mais en tout cas, toutes ces demandes viennent de ce qu'on appelle la direction de MPC, donc des marchés. Et ce que je vous disais en introduction aussi, c'est que dès 2024, on va travailler sur l'écriture de d'autres clauses qui vont nous permettre d'aller un peu plus loin, ce que Patrick Loquet disait, effectivement, permettre à l'entreprise vraiment de développer des choses, d'aller sur de l'innovation. Et on réfléchit là sur un marché juridique, justement, à proposer d'autres clauses qui peuvent être, alors je l'ai noté ici, je vais juste prendre mon document, je vais mettre à côté, voilà, on est en train de travailler sur une clause de développement local et économique avec des actions qui peuvent être du mécénat de compétences, du mécénat financier, développer l'emploi et la promotion des métiers, donc c'est participer à des forums, participer effectivement à des job dating, du parrainage, et puis l'accueil de stagiaires, parce que sur ces marchés qui sont très particuliers, sur le marché de prestations intellectuelles, c'est quelquefois très difficile d'aller sur un public qui est éloigné de l'emploi et puis de reverser à des TPE-PME du financement. Donc on préfère nous réfléchir et accompagner notre direction MPC à la rédaction de ces marchés. Et donc on va faire du sur-mesure sur les prochains marchés de la SGP 2024-2025. Voilà, je pense que sur la slide de la presse, je pense que c'est tout. Voilà. Merci beaucoup, Georges. J'ai été vite, mais bon, voilà. Très clair, non, je pense que... Juste un tout petit point rapide pour, tu vois, sur la slide précédente, la dernière slide qu'a mis Georges à l'écran, si on veut progresser dans la terminologie, moi j'ai apprécié tout ce que tu as dit, mais moi je ne parlerai pas de clause de responsabilité, mais de critères. C'est-à-dire que par rapport à la terminologie, il va falloir cocher. Quand vous allez devoir cocher, tu aurais peut-être intérêt à parler de critères de responsabilité. C'était la dernière diapo qui était à l'écran, Oui. Tu vois, pour qu'on s'y retrouve bien entre juste avant celle-là, voilà. Tu vois, là, tu écris clause. À mon avis, là, il faudrait marquer critères de manière à bien cibler. Tu es plus dans la case critères que dans la case clause, quoi, demain, tout à fait. quand tu vas devoir. Mais sinon, c'est passionnant. Voilà. Après, c'est le pourcentage. Il faudra progresser sur 10% pour monter un peu en puissance. C'est toute une pédagogie en interne. Oui. On parlait des marchés réservés chez nous. Voilà, c'est très compliqué parce que c'est la méconnaissance en interne aussi de ce type de marché. Donc, on n'en a pas du tout et c'est fort regrettable. Mais c'est un long boulot. Hein, donc, c'est beaucoup j'allais dire, de communication. On a apporté énormément d'éléments. On va chercher des exemples. On s'inspire des autres
parce que voilà, c'est pas de la routine. En plus, on n'est plus sur ces marchés où on était sur TP, BTP, génie civil, donc c'était beaucoup plus facile de faire des insertions. Là, vraiment, on est sur du parachèvement. On va être sur des marchés qui vont être autour des gares, et puis on va être sur de l'immobilier, on va être sur d'autres types de marchés, et notamment la SGP voudrait que l'ensemble de ces marchés aient une clause, et notamment les clauses de prestations intellectuelles. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir, mais accompagner aussi les acheteurs à bien comprendre ben, les faits critères, les faits clauses, les faits RSE, parce que ce n'est pas dans leur habitude. Je vous propose, si je ne vois pas de questions, de poursuivre avec Pascal. Donc là, on va voyager un petit peu. On On va aller au part à soleil. Nice, On va Côte d'Azur. partir voilà, à Nice, Côte d'Azur. Donc, Pascal, je te laisse te présenter ben, vos actions, notamment cette clause d'action sociale et votre approche des marchés réservés. Et je fais défiler, donc voilà, n'hésite pas à me dire si... Ok, bah, tu peux y aller. Déjà, merci de me donner l'opportunité de présenter notre activité. Merci Erika et merci Patrick de m'avoir sollicité. Donc, on est sur un territoire, j'interviens au titre du guichet unique de gestion des clauses d'insertion sur le territoire de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc, la métropole Nice-Côte d'Azur, c'est à peu près 1400 km², 500 000 habitants et une zone d'emploi qui est très côtière, avec une partie rurale et montagneuse où malheureusement on intervient quand même peu. Donc, j'ai un peu une double casquette là, puisque je suis facilitatrice de clause d'insertion pour tous les acheteurs publics du territoire et aussi pour les promoteurs privés qui souscrivent à la démarche, mais aussi je travaille pour la commande publique de la métropole en accompagnement du développement des considérations sociales. Donc on a commencé cette démarche en 2009, accompagnée par Patrick Loquet. Donc on a travaillé d'abord sur le développement de considérations sociales et de clauses d'insertion professionnelle, avec un développement régulier qui concerne, comme ça a déjà été dit, essentiellement les marchés de travaux et de services en lien avec les projets d'aménagement, les marchés d'espaces verts et de nettoyage. On a enregistré en 2023 525 000 heures d'insertion et on accompagne à peu près 62 maîtres d'ouvrage dans l'année. Ces clauses d'insertion professionnelle, pour nous, restent une priorité et un outil pertinent pour faciliter l'accès et le retour à l'emploi. On a la chance d'avoir sur le territoire des structures de l'IAE qui sont à nos côtés et qui portent à peu près 85% des contrats clauses. Donc, notre idée en développant d'autres considérations sociales, on peut passer à la diapo suivante peut-être. Oui, notre idée en développant d'autres considérations sociales, c'est d'abord de diversifier les publics qui sont impactés par les clauses d'insertion professionnelle. On s'est rendu compte, c'est pas nouveau, mais 90% des heures de travail liées aux clauses d'insertion bénéficient à des hommes. Mais donc ça, c'était un des premiers enjeux, mais c'est aussi élargir le panel des partenaires économiques qui sont impliqués par la commande publique et de diversifier ce panel pour les associer à notre démarche sociétale, en fait. On va aussi chercher à diversifier le type de marchés qui sont closés. Donc, en s'intéressant aux marchés de services et de fournitures, Patrick l'expliquait bien tout à l'heure, effectivement, jusqu'alors, on ne se posait pas trop la question des montants financiers dans l'achat de fournitures et on n'impliquait pas ses partenaires. Aujourd'hui, sur notre territoire, on a décidé de les sensibiliser à la démarche et de les amener avec nous dans une démarche sociétale. Ça nous permet aussi de diversifier les partenariats avec les structures prescriptrices de public. Quand on va parler de clause d'action sociale, on ne va pas s'adresser aux mêmes accompagnateurs de public quand on parle de clause d'insertion professionnelle. Et enfin, ça va nous permettre d'augmenter le pourcentage de marché à considération sociale pour nos collectivités en lien avec le PNAD et le SPACER. On peut passer à la diapo suivante.
Peut-être pour donner quelques chiffres, actuellement sur notre guichet unique de gestion, on accompagne à peu près 300 projets qui comportent des clauses d'insertion professionnelle et on en a 66 qui comportent aujourd'hui des clauses d'action sociale. Donc on est au démarrage du développement de cette activité que l'on va réserver, pour ce qui nous concerne, aux procédures qui ne se prêtent pas à une clause d'insertion professionnelle. Et on a défini un seuil. Donc déjà, on réserve cette démarche pour l'instant à nos acheteurs publics, donc les acheteurs de la métropole Nice-Côte d'Azur, des communes de la métropole Nice-Côte d'Azur et de notre CCAS. Et on a défini un seuil en deçà duquel on n'appliquera pas de considération sociale. Donc, on va viser des marchés de fourniture et de services qui ne se prêtent pas aux clauses d'insertion professionnelle et dont les montants estimatifs sont supérieurs à 150 000 € hors taxe. Mais ce seuil est défini par rapport à notre capacité de gestion. Nous sommes donc une petite cellule avec 3 facilitateurs de clauses et une apprentie. Et accompagner des clauses d'action sociale est relativement chronophage, nécessite une ingénierie qui peut prendre du temps, surtout au démarrage de la démarche. Et donc, on s'est fixé des seuils, en fait. Et quand on est sollicité sur un marché, on va réfléchir avec l'acheteur à la pertinence d'une telle clause ou pas, la plus-value qu'elle peut avoir pour les publics visés. Donc, un petit peu comme l'a listé Patrick tout à l'heure, nos rédactions, donc sont intégrées, ces clauses d'action sociale sont intégrées en premier lieu en conditions d'exécution. Et dans nos pièces marché, on va lister des exemples d'actions. Donc, vous avez là à l'écran, c'est la découverte des métiers, visite d'entreprise. Donc, l'opérateur économique, soit il se déplace, il intervient auprès d'un petit groupe de chercheurs d'emploi, soit il nous accueille et il nous fait visiter ses locaux et il nous présente ses métiers. Ça peut être aussi l'immersion en entreprise, un stage qui est non rémunéré. On va aussi solliciter les entreprises pour qu'elles accueillent des chercheurs d'emploi en atelier conseil, entretien ressources ou simulation d'entretien d'embauche. Alors, cette modalité peut être réalisée en visio et ça nous permet de mettre en œuvre des actions avec des entreprises qui ne sont pas présentes sur notre territoire. On peut aussi accompagner l'entreprise à mettre en place une action de parrainage. L'entreprise peut aussi choisir de s'impliquer à nos côtés dans une action qui va mobiliser des entreprises et des chercheurs d'emploi. Et enfin, notre action peut être d'agir pour plus de mixité dans les métiers. Donc, dans la pratique, ces actions sont listées et présentées au CCAP. On a écrit qu'au moins une de ces actions devrait être mise en œuvre pendant l'exécution du marché. On va essentiellement toucher des marchés, en tout cas dans notre pratique, des marchés à accord cadre reconductibles. Et du coup, après un an d'expérimentation où on a notifié des entreprises sur plusieurs lots et sur plusieurs années, on a précisé aujourd'hui dans notre rédaction que l'action était contractuelle sur la seule première année, sur la période initiale du marché. Sur les années suivantes, c'est au bon vouloir de l'entreprise, ça dépend de notre capacité d'accompagnement. Et ça encore, c'est une restriction qu'on s'est mise parce qu'on n'a pas le temps sinon d'accompagner les entreprises. Donc après notification, nous sommes mis en relation avec l'entreprise attributaire et on va discuter avec elle de son contexte, de ses possibilités, de ce qui semble plus pertinent à mettre en œuvre pour réaliser une des actions sociales inscrites au CCAP. L'action sociale qui est le plus retenue aujourd'hui, c'est les visites d'entreprise. Les partenaires économiques sont toujours très, très fiers de montrer leur activité. Donc, on a fait des visites d'entreprise, des présentations de métiers qui ont le mérite aussi de déboucher ensuite parfois sur des emplois. Et la deuxième activité la plus retenue, ça va être les simulations d'entretien d'embauche en présentiel ou en visio. On a aussi quelques entreprises qui se sont impliquées sur des actions partenariales.
En tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'une fois l'entreprise rencontrée et sensibilisée à la démarche, l'adhésion est facile. Euh, les entreprises en redemandent et c'est charge à nous à trouver les publics à accompagner auprès des entreprises. Voilà, donc il y a un aspect logistique à prendre en compte dans le développement de ces actions, selon moi. On peut... Oui, et du coup, un des premiers constats, donc c'est aujourd'hui, on en a déjà mis 40 actions sociales en place. Et au niveau des bénéficiaires, 50% sont des femmes. Donc, bon, on est déjà satisfait de toucher par le biais de l'achat public un peu plus de femmes que via les clauses d'insertion professionnelle. On a développé des partenariats spécifiques avec l'école de la deuxième chance aussi, avec qui on n'avait pas trop l'opportunité de travailler dans le cadre des clauses d'insertion professionnelle et on est satisfait aussi de ça. On peut avancer, Erika. Par rapport au marché réservé, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Patrick et puis... Ah, j'ai oublié votre prénom. Bon, Georges. et Georges. Georges. Développer des marchés réservés, c'est un gros travail en amont. Donc aujourd'hui, sur notre collectivité, et là je vais parler plus particulièrement de NCA, on a 10 marchés réservés qui courent, réservés au secteur du handicap. On n'a pas trouvé de solution miracle pour les réserver, donc c'est une grosse phase de sourcing qui est faite en amont de la réflexion et de la rédaction des marchés, c'est l'initiative d'emmener les acheteurs visiter les structures. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit Patrick. Quand on a rencontré des EA, eh ben, on réfléchit plus de la même façon par rapport au développement des marchés réservés. Donc là, en fin de semaine, je suis assez satisfaite. Donc au niveau départemental, les 4 structures facilitatrices organisons une visite des EA du territoire. Donc on en a 8 sur le département et donc on amène chacun 4 ou 5 acheteurs publics à la rencontre de ces structures et je suis certaine que cette démarche donnera lieu à d'autres questionnements et à d'autres projets de marché réservé. C'est vrai que la démarche, enfin pour écrire un marché réservé, bon, c'est sûr que juridiquement c'est simple, hein, c'est la même rédaction que les autres marchés, sauf qu'on le réserve. Mais encore faut-il être certain, et c'est la grosse frilosité de nos acheteurs publics, être certain qu'on aura des réponses en face, et d'où la nécessité de favoriser une interconnaissance entre les acheteurs et puis les structures en capacité de répondre au marché. Donc pour nous, c'est un gros enjeu pour les années à venir de faciliter cette interconnaissance et de faciliter le développement des marchés réservés. C'est bien. Et quant aux critères d'attribution, c'est effectivement un chantier en cours avec un objectif qui est intégré à notre SPACER. Donc aujourd'hui, assez facilement, pour les procédures d'envergure, on intègre une formule de calcul qui va valoriser les réponses qui proposent des objectifs d'insertion, des objectifs de l'augmentation de l'objectif d'insertion ou des heures de formation en plus. On va s'interroger sur la manière dont sont mis en place les recrutements et dont sont mis en place l'intégration de personnes en situation de handicap ou, même questionnement, comment on va recruter et intégrer des personnes potentiellement victimes de discrimination, les publics en parcours d'insertion professionnelle aussi. On va interroger les entreprises sur les actions qui sont mises en place pour favoriser l'égalité homme-femme. Et enfin, on va se servir de nos clauses d'action sociale. Mais encore, enfin, oui, c'est intéressant de le faire, mais on est aussi sur de comment dire, de la quantité et non pas forcément sur de la qualité, en développant, en demandant plus d'action sociale aux attributaires de ces marchés. Donc le chantier des critères d'attribution est encore en cours chez nous. Je suis d'ailleurs sollicitée tout à l'heure là pour rediscuter avec la commande publique. Pour les développer et pour proposer des modèles, parce que c'est ça aussi l'enjeu, pour proposer des modèles qui soient
finalisée et facile à adapter au contexte d'un marché en particulier. Voilà. Je sais pas, je crois que c'était ma dernière diapo. Oui, Oui, l'offre voilà. commerciale. Voilà. Bon, ben, merci pour votre écoute et puis à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça a suscité des... Alors, je regarde s'il y a des questions. Il me semble qu'il y en a Oui. une. L'action devant être en lien avec l'objet du marché, pouvez-vous nous indiquer en quoi le fait de faire visiter l'entreprise est en lien direct avec l'achat considéré? Si vous Ben, avez un oui, exemple. quand on est, par exemple, on a intégré ce type de clause à un marché de location et de location de matériel scénique. Donc, l'entreprise déploie le matériel scénique, le matériel de son, de visio, etc. sur les festivals, je vais dire pendant l'été, mais c'est pas que pendant l'été, enfin, en tout cas euh, dans le cadre des marchés Ville de Nice. Eh bien, l'entreprise qui déploie ces dispositifs nous a accueillis, nous a montré comment elle répondait à la commande et comment les ateliers, comment l'entrepôt était géré, comment travaillaient les personnels dédiés à l'exécution du marché. Donc, alors effectivement, au moment où elle nous a présenté les métiers et fait visiter l'entreprise, je ne suis pas certaine qu'elle répondait précisément à la commande, euh, à un des bons de commande de la ville de Nice. Mais en tout cas, le métier qu'elle faisait était bien en lien avec l'exécution d'un marché ville de Nice. Et donc là, Pascal, les 10 marchés réservés que vous avez passés, donc c'était suite justement à des visites qui ont été faites en amont Oui, du marché. on en avait trois en 2020. Et aujourd'hui, on en a 10. Donc, il y a eu 2 sessions de visite par les acheteurs de la métropole Nice-Côte d'Azur, donc qui ont permis des échanges. Euh, qui, ça ne s'est pas arrêté à la journée de visite, mais la journée de visite a donné lieu à de la curiosité de la part des acheteurs et à d'autres échanges ensuite avec les structures. Et là, la visite que l'on va faire s'adresse pas spécialement aux acheteurs de la métropole, mais à nos autres acheteurs publics accompagnés. Donc là, pour le coup, là, c'est une première étape. Très bien. Et sur la clause d'action sociale, peut-être que associer un critère sur en fait la suite qui serait donnée à une visite d'entreprise, à un entretien d'embauche, à Non, une ça serait là PMSNP. tel qu'on l'a réfléchi pour l'instant, mais comme je le disais, hein, au niveau des critères, on est sans doute pas aussi avancé que l'interlocuteur précédent. Pour l'instant, par rapport aux clauses d'action sociale, ça serait, par exemple, dans la condition d'exécution, il y a 2 actions sociales demandées, mais c'est de valoriser une réponse qui en proposerait plus. D'accord. OK. Donc, c'est pour ça que je disais OK. là qu'on est sur de la OK. quantité. Et pour répondre à la OK. question dans le fil de discussion, comment contrôlez-vous ces Ah actions? oui. Eh bien, c'est pour ça que je dis que c'est relativement chronophage, parce que c'est nous qui organisons les actions et qui les mettons en œuvre. Donc, l'une des facilitatrices, s'il s'agit d'une visite entreprise, accompagne le groupe de demandeurs d'emploi à la visite. Donc, on a des feuilles d'émargement. Pour chaque action, on a une liste de justificatifs qui attestent de la bonne mise en œuvre de l'action. D'accord. Mais nous Ouais. sommes, par exemple, si c'est des entretiens, des simulations d'entretien d'embauche en visio, c'est nous qui envoyons le lien de connexion et nous assistons aux actions, à la mise en œuvre de l'action. C'est pour ça, encore une fois, qu'aujourd'hui, sur notre territoire, on les réserve à nos acheteurs pour Ce qui est être sûr intéressant. de pouvoir les contrôler. Nos 500 et quelques mille heures d'insertion sont justifiées et accompagnées, d'autant plus que la mise en œuvre est souvent faite par les structures de l'insertion par l'activité économique et les clauses d'action sociale de la même façon. C'est notre guichet qui est nommé dans les pièces marché et c'est nous qui accompagnons et qui rassurons et qui accompagnons l'entreprise pour la mise en œuvre et qui pouvons attester du coup de la bonne mise en œuvre de l'action. Oui, mais deux remarques rapides sur le. Moi, je trouve que ce serait intéressant, effectivement, de bien se mettre d'accord sur le. Parce que clause d'action sociale, parce qu'en fait, demain, si on essaye dans la terminologie de faire des progrès, il y aurait, si je reprends l'arrêté de 2022,
il y a des clauses sociales qui se divisent dans la rubrique clause. On va cocher la clause sociale d'insertion telle qu'on la vit depuis 30 ans. On peut avoir demain la clause sociale de promotion de l'emploi telle qu'on l'a définie, etc. On peut avoir demain une clause, moi je la développe, la clause sociale conditions de travail. C'est-à-dire que l'idée, là, on est toujours dans l'exécution. Mm. Ça ne vous aura pas échappé que depuis 30 ans, on n'a aucun contentieux sur l'exécution. Parce que Euh, voilà, le contentieux. Donc, c'est pour ça que la question, je reviens rapidement sur l'objet du marché, elle est intéressante, la question. Parce que oui, c'est vrai qu'on pourrait s'interroger, mais en même temps, on ne le fait pas puisqu'on on est dans l'exécution et que, comme l'a dit Pascal, les entreprises se sentent plutôt valorisées quand on leur propose de venir chez elles pour faire des visites en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'on pourrait, dans l'absolu, juridiquement, si on est un juriste qui cherche effectivement à pointiller en disant mais quel est le lien entre le fait de... Bon, oui, le lien, on peut toujours le trouver, le lien. Mais en fait, il ne se pose pas tellement parce que dans la clause sociale en condition d'exécution, on n'a pas de contentieux. Les rares contentieux depuis 30 ans qu'on a eu, on les a eus sur les critères de choix. Et c'est là-dessus qu'aujourd'hui les entreprises attaquent. Maintenant, l'objet du marché devient tellement large. L'arrêt de l'Union européenne, il fait exploser complètement la notion d'objet du marché, quoi. C'est-à-dire l'objet du marché, mm. aujourd'hui, il a une dimension extrêmement large. Mais c'est vrai que dans les classifications, ce serait bien demain qu'on se mette d'accord sur des clauses sociales. Il y a différents types de clauses sociales en insertion, en promotion de l'emploi, en conditions de travail. Par exemple, vous mettez une clause sociale. Ce serait intéressant que demain, les facilitateurs s'interrogent sur le point de savoir si on doit continuer à closer des marchés de nettoyage. Mm. Est-ce qu'on n'a pas intérêt globalement à se mettre d'accord pour développer les conditions de travail plutôt que de continuer à faire. Moi, je me souviens, on se faisait engueuler il y a 10 ans parce qu'on nous disait, avec vos clauses sociales d'insertion, vous faites de la précarité sur de la précarité. C'est vrai que les salariés des boîtes de nettoyage, enfin, mais il y a Mm. des débats là-dessus. Mais sur le plan terminologique, faudra vraiment qu'on fasse un effort Ouais. pour distinguer les catégories de clauses, du critère et des marchés réservés. Oui, juste si je peux compléter ce que tu dis, et il se trouve que sur notre territoire, on a toujours appelé les clauses sociales des clauses d'insertion professionnelle. Du Ouais. coup, en Ah inventant oui, d'accord. en créant les clauses d'action sociale, on parle maintenant de considération sociale au sens large, et dedans, on a le volet clause d'insertion professionnelle et clause d'action sociale, Oui, qui mais tu sont vas être, tes clauses de promotion de l'emploi, en fait. tu vas être embêté quand tu vas devoir cocher tes cases dans les trois cases parce qu'elles sont imposées dans les Elles ne seront pas formulaires. distinguées, du coup. Tu vas devoir cocher soit clause sociale, soit critères, soit etc. Donc, globalement, tu vas avoir une catégorie parce que tes clauses d'action sociale, c'est une modalité. Tu es toujours en Oui, exécution, hein. Donc, oui, tu es en exécution comme dans la clause d'insertion, quoi. Donc, tu vas oui. cocher la case clause sociale, en fait, hein. C'est pour ça Et que oui. vous avez intérêt à vous poser la question de si votre terminologie, vous la maintenez comme ça ou si vous la faites évoluer pour coller un peu au texte et pour coller Mais aux du coup, grilles d'analyse. ça n'existe pas dans les textes aujourd'hui. La quoi? Bah, dans les quatre cases à cocher, il n'y a que considération sociale. Oui, mais quand tu regardes l'annexe, la case considération sociale est divisée en quatre. Enfin, en trois, en quatre, ils ont mis je ne fais rien. Mais tu vois bien apparaître dans l'arrêté les trois rubriques, clause sociale, marché réservé, critères sociaux. Oui, mais du Et coup, de, on sera que dans clause sociale. C'est ça. On n'a Oui, pas de mais choix. sachant, On n'a pas non, le parce que choix. tu fais déjà des marchés réservés, donc tu vas cocher Oui, aussi ça marché oui. réservé. Et le jour Mhm, où tu développes ton critère, tu cocheras la case critère si tu veux, tu vois. mhm, mhm. Mais bon, encore une fois, c'est un débat qu'il va falloir avoir parce que Ouais. moi, je suis pas dans les collectivités, donc j'ai pas l'occasion de remplir les fameux bulletins des données essentielles, voir comment les acheteurs vont réparer. Mais c'est intéressant de voir que dans le fond, tout le monde, ce qu'a présenté Georges et ce qu'a présenté Pascal, ça prouve qu'il y a bien une réflexion sur comment on fait évoluer nos relations avec l'entreprise de manière à être un peu innovant. Et je pense aussi de manière à pouvoir rendre aux entreprises un peu d'initiative, quoi, parce que le côté frustrant de la clause sociale d'insertion, c'est tu me fais des heures et puis voilà, et puis basta, et puis t'as pas d'autre choix, quoi. Et c'est intéressant voilà,
dans la façon de faire. Et ce que dit Pascal sur les marchés réservés, là, ce que tu fais la semaine prochaine, moi, je crois que j'ai fait ça en 2024 deux fois et ça m'est apparu tellement, tu me Mm. diras, enfin, quand les acheteurs sortiront de l'ESAT, enfin, ça m'est tellement apparu intéressant dans le débriefing qu'on a eu avec eux voilà, ils étaient ouverts, enfin, ils avaient compris quelque chose et Mm. que ces salariés-là méritaient d'être éventuellement soutenus, quoi. Alors, Est-ce qu'il y a dans les participants, il y a eu d'autres questions peut-être sur les Alors, pratiques? il y a une question, juste Patrick, pourriez-vous nous envoyer cette liste des 40 actions sociales? Ah, ça On coupe. a, on a plus de son si. Euh, Ah, alors, c'était quoi la question? bah, je pense Alors, qu'il. pourriez-vous nous envoyer cette liste des 40 actions sociales La mises en liste des place, marchés, en listées fait, dans qui le ont été. CCAP? Ouais. Alors, non, en fait, il y a 5 possibilités d'action sociale et on en a mis en œuvre 40 aujourd'hui. C'est ça, Donc, t'es capable. ce que je peux Ok. partager, c'est la liste, l'intitulé des marchés qui ont été closés sur cette modalité. Et là, le critère, c'est le seuil, hein, c'est le montant du marché jusqu'à maintenant. Oui, aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de dire on discute ou pas. Oui, c'est ça. À Parce partir de que, cent mais parce qu'il cinquante faut mille bien euros. fixer À une Nice, cent limite. cinquante mille, c'est ça. Oui, mais je Il crois que faut c'est bien fixer une raisonnable. limite. Il y a C'est des ça. villes qui ont monté le seuil à beaucoup plus, hein. Mm. Et moi, pour info, simplement, moi, le 14 novembre, je suis chez quelqu'un que tu connais, Erika, je suis à Antony avec Frédéric Tricot. Et Ah, j'ai travaillé pour eux sur la rédaction d'un guide. Et dans ce guide, je pense qu'ils vont le diffuser. J'ai rédigé les 5-6 modèles. C'est ma dernière année d'activité. Et il y aura en annexe les 4-5-6 modèles de rédaction, notamment la rédaction de mon 1453, nouvelle formule, ma rédaction de la clause de promotion de l'emploi. Je rebondis sur ce qu'ont dit Georges et Pascal sur l'accompagnement. C'est une donnée essentielle, qu'on fasse des clauses sociales d'insertion, des clauses de promotion ou d'action sociale. Le nerf de la guerre, c'est quand même l'accompagnement, quoi. mm. C'est-à-dire, si enfin, par exemple, quand je dis faire une PSMP, c'est facile, à condition que le facilitateur il scoltine la rédaction de la convention de PSMP, parce que l'entreprise va dire, moi je veux bien, mais il faut m'aider, quoi. Et vous avez tous les deux souligné la limite qui est effectivement le temps de travail disponible, parce que si on fait ça, il faut accompagner l'entreprise. Elle est volontaire, elle est satisfaite, elle est citoyenne. Il y a une condition, c'est qu'on l'accompagne, quoi. Et c'est bien Complètement. l'accompagnement. Si les clauses sociales, elles marchent, c'est parce qu'on a inventé le métier de facilitateur et que le facilitateur, quand il fait bien son boulot, l'entreprise est très contente, quoi. Surtout Oui, qu'en mais clairement. général, jusqu'à présent, ça reste une prestation gratuite, même si la question du financement des postes se pose de plus en plus. Mais évidemment que la limite, Pascal et Georges ont souligné la limite du temps, il faut accompagner, quoi. Et quel que soit ce que l'on fait. Mais je pense que l'union fait la force, hein, en région parisienne. Je pense qu'à un moment donné, les tendances lourdes, elles évolueront quand il y aura une prise de conscience un peu collective, quoi. Mm. L'exemple que je donne sur le marché de nettoyage, sur les conditions de travail, c'est quand même tout à fait significatif. Je pense qu'effectivement, il y a des boîtes de nettoyage qui sont vraiment des boîtes voyous, qui tiennent très peu compte de la santé. Voilà. Donc, s'il y avait des conditions, est-ce qu'il faut mieux pas s'intéresser au personnel dans son ensemble plutôt que de s'intéresser au personnel en insertion qui va rejoindre les salariés en poste? Cette question-là, voilà. Mais je pense qu'individuellement, si on se la pose, ça ne va pas aboutir. Mais si un ensemble, par exemple, si tu t'imagines la force de l'Île-de-France ou la force d'une agglomération comme Nice, qui dit désormais, on va veiller quand même à mettre une clause sociale sur les conditions de travail. Alors, on va pas froisser les gens, on va pas se mettre en difficulté, on va pas embêter le service de la commande publique qui va dire, oh voilà, avec quoi vous arrivez? On va jouer en exécution. En exécution, vous êtes peinard, il n'y aura pas de contentieux, parce que le contentieux, il naît sur le critère de choix, toujours. Encore une fois, quand on rédige les clauses, quand je dis qu'on va faire attention, surtout en critères, parce que quand une entreprise perd un marché, elle prend un avocat, et un avocat, je l'ai été, il cherche la petite bête, quoi. Donc, lui, il doit trouver un motif pour faire annuler le marché. Donc, il va aller vous chercher sur tout ce qui est possible, imaginable. Mais en exécution, on risque pas grand-chose, hein. Après, en D'ailleurs, il n'y a pas de critère contentieux. d'attribution, si on fait un critère
comme tu disais tout à l'heure, assez simple. Bon, sur la formation, c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de... Encore une fois, moi, j'ai pas de risque. Depuis 2 ans, je fais ça. J'ai un modèle que je vais diffuser le 14 novembre. J'ai un modèle qui est assez simple. J'impose de la formation et j'ai trouvé un système très simple où je dis à l'entreprise, vous avez 3 modalités. Petit 1, vous me faites de l'alternance, c'est facile dans le contrat de travail, contrat en alternance. Petit 2, vous me faites effectivement un recours à un organisme de formation extérieure, auquel cas vous me fournirez l'attestation et j'ai un nombre d'heures. Et troisièmement, j'accepte l'idée que vous je ne sais pas si vous connaissez, il y a un nouveau mécanisme qui s'est bien développé, qui est la FEST, l'association de formation en situation de travail. On admet que l'action de formation puisse être faite par l'entreprise elle-même, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, effectivement, moi, je prends ces 3 cas-là et je dis à l'entreprise, vous êtes dans quel cas de figure? Et à chaque fois, je demande le nombre d'heures de formation qui seront réalisées et je peux facilement contrôler. Et j'ai donc 2 pénalités. J'ai une pénalité pour des heures d'insertion non faites et une pénalité sur des heures de formation non faites. C'est un début, c'est simple, c'est facile à corriger, c'est facile à noter, on ne prend pas de risque juridique parce que les choses sont transparentes. Voilà. Et après. Pardon, du coup, Patrick, les entreprises sont notées sur quoi? Sur le nombre d'heures Elles qu'elles sont, elles proposent? sont notées, elles sont notées. Alors, si tu veux, j'ai un système où l'entreprise. Alors, là où le modèle change tout complètement, le gros changement, c'est que l'entreprise, elle doit réfléchir, quoi. Elle ne peut plus faire ce qu'elle Hmm, fait dans l'exécution. En hmm, exécution, elle attend que ça se passe. Elle attend hmm. d'être attributaire et puis là, elle vous rencontre pour dire, bon, comment ça se passe? Là, elle ne peut pas faire ça. Là, elle doit nous dire, moi, je vais prendre telle option, je vais prendre la mise à disposition de l'embauche directe. Elle est obligée, sinon ça n'a pas de sens. Et derrière, elle me dit, bah, je prends l'option formation et tel, etc. Donc, j'ai décliné, si tu veux. Et même quand elle prend l'option de formation, si elle prend l'option de formation et qu'elle m'a coché la case mise à disposition, elle ne peut pas me choisir l'option de formation toute seule. Elle doit le faire en lien avec la structure qu'elle a choisie. Donc, tout Hmm. ça est expliqué dans 2 annexes que je demande à D'accord. l'entreprise de compléter. Ça ne lui demande pas beaucoup de temps. J'ai vraiment le questionnaire, il est pré-rempli, il suffit de cocher les cases. Ça permet de. Là, je vous dis, je vais bien voir, on vient de le faire sur 2 grosses DSP où il y a quasiment pour les 2 réunis 180 000 heures d'insertion, c'est un truc énorme, quoi. Et on a mis ça en place, on va voir comment ça se passe, mais je pense que c'est parfaitement. Je pense que sur la formation, il y a vraiment 3 cas de figure. Il y a l'entreprise qui fait l'alternance, auquel cas c'est facile, vous avez le contrat de travail, vous avez les heures. L'entreprise qui dit, moi, je passe par un organisme, et puis l'entreprise qui dit, bah, moi, je vais faire moi-même. On ne peut pas l'écarter, cette hypothèse-là. Et dans ce cas-là, effectivement, elle coche, etc. Bon, on va voir. Mais je pense que ça, c'est un début de quelque chose. Et le gros changement par rapport à ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est que l'entreprise doit réfléchir. Elle doit se dire, bon, comment je vais m'y prendre? Alors, autant moi, je pense qu'il faut réserver ça quand on a un nombre d'heures qui est quand même significatif, quoi. Si on a 3, 4 TP, ça vaut le coup. Si on est sur 400 heures, 600 heures, 800 heures, non, on va pas rentrer là-dedans, là. On peut se contenter de la clause en exécution. Mais je pense que, en vous écoutant, moi, je pense que euh, on peut pas changer les choses tout seul, quoi. C'est-à-dire sur un territoire comme la Max, sur l'île de France, oui. Moi, je vous dis, j'ai fait l'étude pour le bailleur. J'étais étonné de découvrir qu'en Île-de-France, j'avais du 5% d'insertion, du 7% d'insertion, du 10% d'insertion, du 25 euros, du 30 euros, du 35 euros. Les gens faisaient dire à l'ANRU, là, parce que l'ANRU ne disait pas, mais tout le monde s'en fout. On inventait les règles. Les règles de validation de contrats de CDI, c'est d'un territoire à l'autre ne sont pas les mêmes. Enfin, et je pense que là, Voilà, on essaye la de travailler, réflexion. justement, c'est les coordinations, de Oui, c'est travailler très sur compliqué. Oui, l'harmonisation des pratiques, mais C'est très c'est compliqué. ce que j'allais Je dire, pense, ouais. je conscience que c'est très compliqué à faire, si tu veux. Et pourtant, c'est bien sur un territoire. Ça ne peut se développer qu'en relation. Mais on est tous, hein, j'allais dire, pour m'être promené beaucoup, dans chaque territoire, on est convaincu de détenir la vérité, quoi. Euh, C'est très sur, humain, hein, comme réaction. Par exemple, moi, je me suis converti aujourd'hui, quand je fais mon calcul d'heures, je me suis converti avec ce que j'ai fait sur Solidéo. Je ne fais plus de calcul d'heures d'insertion sur le montant estimé, j'y ai renoncé. Depuis Solidéo, les Jeux Olympiques, j'ai fait des clos, j'ai travaillé pour 2 gros maîtres d'ouvrage, j'ai fait des marchés à 30 ou 40, 50 millions d'euros.
Si l'estimation s'est gourée, ça fait très mal à l'arrivée, quoi. Et en fait, j'utilise maintenant un système que l'équipe de Nancy, que je connais bien, pratique depuis toujours. L'équipe de Nancy de Fascinateur a toujours, depuis 20 ans, fonctionné sur le principe tu me dois tant d'heures par tranche 2. Ils n'ont jamais travaillé sur les montants estimés, quoi. Maintenant, moi, je pense que, donc, ouais, on dit toujours qu'il y a les imbéciles ne changent pas d'avis. J'ai changé d'avis et je ne fonctionne vraiment que comme ça aujourd'hui. Je ne fonctionne qu'un, tu me dois tant d'heures par tranche 2. J'attends le prix de l'entreprise et dans la notification, j'y mentionne son nombre d'heures. À la réflexion, c'est bien plus peinard que de prendre le risque. Alors, on ne prend pas de risque. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en rend pas compte? Parce que sur des petits marchés, le risque de dérive n'est pas important. À 1 million d'euros, vous dérivez, ça ne change rien. Mais là, je ne vous cache pas que moi, le premier marché que j'ai eu à gérer, c'est 50 millions d'euros. Alors là, le risque de dérive sur le prix estimé et le prix réel en termes de nombre d'heures d'insertion, il est colossal. Et depuis, j'ai fait des modèles, enfin, de toute façon, ils vont circuler à partir du 14 novembre. Je pense que Frédéric les fera circuler. Mais moi, maintenant, dans mes modèles, je fonctionne en calcul d'heures par tranche, systématiquement. Et je convertis dans la notification du marché, je convertis le nombre d'heures, quoi. Mais comme quoi la discussion est nécessaire entre les uns et les autres, quoi. Mm. Je voulais juste rebondir sur l'aspect harmonisation des pratiques. C'est vrai que c'est important. Nous, on s'en rend compte parce qu'on est un département où il y a 4 structures facilitatrices. Donc, on a déjà une première échelle d'harmonisation des pratiques. Et ensuite, on travaille en réseau régional et notamment en lien avec Alliance Ville-Emploi pour harmoniser les pratiques à l'échelle de la région parce que de plus en plus, on a des maîtres d'ouvrage communs. Et de plus en plus, on a des entreprises aussi communes. Donc, c'est un gros enjeu, effectivement, l'harmonisation des pratiques, même si après, chaque territoire a ses spécificités et sa marge de manœuvre. Mais de façon, pour le Bien plus sûr. grand nombre de marchés, il faut arriver à une harmonisation des pratiques, c'est clair. Et ce qui est assez étonnant dans l'histoire des clauses, je me tais, mais le coût horaire, moi, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, l'Europe, l'organisme européen de statistiques, nous mentionne que la France est troisième en coût moyen horaire dans les services marchands, et la France est à près de 45 euros en coût horaire, quoi. Et c'est marrant moi, quand j'ai commencé mes clauses, le premier marché que j'ai closé, c'était en 96 ou 80, etc., l'un des premiers. Et je raconte toujours que je travaillais avec un directeur de service technique d'un département. C'était la première fois que je faisais ça, sur tout le département, un gros marché, d'îlots géographiques, 90 soumissionnaires. Aucune idée du coût moyen, je ne savais pas ce que c'était, moi. Et c'est le directeur qui a demandé aux entreprises, dans leur réponse, de mentionner leur coût moyen horaire. Et pourquoi 30 euros? Parce qu'il a fait tourner l'ordinateur et puis on est arrivé à 30 euros de moyenne. Et quand j'ai commencé à me déplacer partout ailleurs, les gens me disaient c'est quoi le coût horaire? J'ai dit 30 euros, quoi. Mais j'ai dit Non, 30 on euros est parce toujours là. que c'était. Voilà. Et ce C'est qui est vite assez vu. marrant, c'est que de 95 à 2020, 30 euros, il y a encore des endroits où c'est 30 euros et ça n'a pas bougé, quoi. Et c'est complètement stupéfiant. Là, et moi, je suis passé à 35. Je ne sais pas combien vous êtes, Anis. Vous êtes On est resté à 30, mais ben voilà. Donc, prend 5% de la part de main-d'œuvre qu'on considère pratiquement tout voilà, le c'est temps ça. qu'à Ouais. 30%. Donc, on Et c'est reste très à marrant de 30. constater, si tu veux, que dans les stats officielles, mais ce sujet des 30 euros n'a jamais gêné personne, quoi. C'est assez Si, fabuleux. au niveau régional, on s'est posé la question de passer à 35. Puis finalement, on a dit on reste à 30 et on pondère en fonction du contexte du Voilà. marché. Voilà, mais bon, c'est vrai que chaque marché nécessite une discussion. Donc, À Paris, ils sont plutôt à 35 maintenant, non, Georges? T'es à combien, toi, quand tu fais? Oui, 35, voire 40 certains. Voire 40 ou ça. Ouais, ouais. Il y avait une dernière question. Pouvez-vous partager le questionnaire Ah, ben je salue Rémi, au fait, je viens de voir le nom, il est là, je t'ai pas reconnu, Rémi, tout à l'heure. suivi, notamment pour la formation? Donc, c'est dans le cadre du critère. Le questionnaire de suivi, notamment concernant la formation, je pense que c'est pour Patrick Loquet. Le questionnaire de la formation. Formation. C'est quoi la question? Alors, je ne sais pas qui, RN. Oui, Madame Ramjan, c'est vous qui posez cette question?
Oui, c'est ça, c'était par rapport à ce que vous disiez, que vous faisiez le suivi en exécution sur notamment les heures de formation, les heures d'insertion, etc. Et que vous aviez un questionnaire type. Non, mon questionnaire type, il est sur Ok. sur la formation. Oui, j'ai vraiment un modèle, mais encore une fois, il sera bouclé le 14 novembre, puisque j'ai promis que tout serait prêt. J'ai fait un modèle en exécution de travaux, un modèle en exécution service, c'est pas le même, un modèle en exécution marché de maîtrise d'œuvre. J'ai fait un modèle en 1453, j'ai fait un modèle de promotion de l'emploi. Je suis en train de terminer tout ça et ça doit être prêt pour le 14 novembre. À partir du moment où ce sera prêt, ça circulera sans problème, quoi. Donc là, je serai. Là, pour l'instant, je ne peux pas le diffuser, mais on est combien? On est le 5 novembre, donc il n'y a 5 plus novembre. longtemps à attendre, quoi. Il y a pas de souci. Encore une fois, ce n'est qu'un modèle, ce n'est que du Patrick Loquet, hein. Je répète, le droit des clauses n'existe pas. Moi, je répète à qui veut l'entendre que le droit des clauses, c'est le droit du marché tel que vous l'écrivez. Les seules règles juridiques, vous les avez vues, on les a affichées tout à l'heure à l'écran. On a le droit en exécution, etc. Pour le reste, il n'y a pas de circulaire, il n'y a pas d'arrêté. Tous les guides sont des guides intéressants, mais ne sont que des guides qui ne s'imposent pas. Même le CCAG, dont on parle parfois en 2021, qui est apparu la clause dans le CCAG, un CCAG, il ne s'applique que si l'acheteur a envie de l'appliquer, quoi. Il peut très bien l'écarter. Donc ça, même ça, c'est pas du droit, quoi, en quelque sorte. Donc, on a, voilà, pour un juriste, il y a trois règles, la transparence, l'égalité de traitement et l'égalité d'accès. Tant qu'on respecte ces trois grands principes juridiques en matière de marché public, on peut l'écrire ce qu'on veut. Il y a des endroits où les seniors ont 45 ans, d'autres où ils ont 50 ans. Il y a des endroits où sont éligibles les seniors tout court. Il y a des endroits où sont éligibles les seniors à condition qu'ils soient demandeurs d'emploi de longue durée. Enfin, à la limite, l'écriture des clauses, c'est selon l'inspiration du territoire. Mais comme dit Pascal, déjà, si dans un territoire comme voilà, votre région, si chaque région commence à se mettre des règles communes, peut-être qu'un jour, entre Mm. régions, on se parlera pour essayer de faire en sorte que sur la Côte d'Azur et sur la Côte d'Opale, on puisse avoir des règles synonymes, quoi. Je vous propose qu'on arrête Ouais. Oui, parce qu'on a. maintenant. On a un petit peu débordé. En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup aux trois intervenants, donc dans l'ordre Patrick, Georges et Pascal. Donc le webinaire a été donc enregistré. On vous transmettra le replay ainsi que le support, hein. Je pense que les intervenants sont d'accord pour que je transmette Ouais. Oui, le pas de support problème. qui a été présenté aujourd'hui. Et donc, voilà, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui sont également inscrits à l'atelier de la semaine prochaine, hein, qui sera consacré à encore un vaste sujet, la prise en compte de l'égalité femmes-hommes dans la commande publique. Ah, bah ça, Voilà, je m'y avec inscrirai parce que j'ai envie de comprendre trois comment ça marche. intervenants. Depuis le temps que je cherche à comprendre comment on fait l'égalité homme-femme dans la commande publique. Pascal a trouvé une solution. Elle fait des De ton clauses territoire, Non, sociales Patrick, d'action non, sociale et pas il y a vraiment encore. 50% de de femmes. Valenciennes. M'inspirer. Merci à Ok. vous. Merci à Bonne vous. fin de Bonne journée à journée. tout le monde. Salut Pascal, Au salut revoir. Rémi, Au salut revoir. Georges. Merci, au revoir. Au revoir Au revoir. Erika. Au Au plaisir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.